Vous êtes branchés sur la fréquence 9/3/4. Le podcast Harry Potter, chapitre par chapitre. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de fréquence 9/3/4. Je suis Jérémy. Et je suis Marina. Ça y est, on est bien arrivé à Poudlard. Le traditionnel banquet d'ouverture a eu lieu. Et le moindre qu'on puisse dire, c'est qu'il va y avoir de la nouveauté à l'école cette année, avec le retour du tournoi des 3 sorciers qui, comme on l'a vu, en a fait rêver plus d'un. Mais pour l'heure, avant d'accueillir les délégations de Durmstrang et de Beauxbatons, eh bien c'est la rentrée des classes. Et ouais, c'est le moment pour Harry, Ron et Hermione de prendre leurs plumes et de faire leur premier cours de 4e année. Et on attend surtout d'en savoir un peu plus sur l'étrange professeur qui a fait une entrée tonitruante la nuit dernière, le mystérieux et inquiétant Maugret Folloy. Pour ne pas se perdre dans les couloirs et les escaliers de Poudlard, on sera guidé par notre invité du jour. Ça tombe bien car c'est une sorcière confirmée qui crée de la magie réconfortante dans ses illustrations et ses créations de qualité. On aime beaucoup son travail, c'est pourquoi on est ravis de recevoir Caro de Caro from Woodland. Salut Caro, comment ça va ? Salut Jérémy, salut Marina. Ça va bien et je suis ravie d'être avec vous parce que je suis une auditrice... j'ai pas le mot. Chevronnée, confirmée. Assidue Ouais. du podcast et il m'accompagne très souvent quand je peins, d'ailleurs. Je suis trop contente d'entendre ça. Moi, je suis trop fan de Caro, comme je l'ai dit en début d'enregistrement. Donc, je suis un peu fangirl sur cet épisode. Bah oui, moi j'avoue que je connaissais pas trop. Enfin, j'avais déjà entendu parler de toi, notamment par des auditeurs. Et Marina te connaît déjà depuis quelques temps. Et c'est là où elle m'a dit il faut absolument qu'on ait Caro de Caro from Woodland. Et c'est là où regarde ce qu'elle fait, c'est trop beau et tout. Merci, c'est gentil. Et c'est là, ouais, perso, où j'ai jeté un œil et c'est là où je t'ai découvert et ça a l'air vraiment bien. Je sais pas, pour ceux qui t'identifieraient pas complètement, comment tu te présenterais, Caro ? Je suis illustratrice et je crée des livres et des produits autour de tout un univers, autour des saisons et du cosy et des choses réconfortantes. Voilà. Et tu as une devise qui nous convient très bien, c'est Drink tea, read books, be happy. Oui, c'est vrai. Et je partage, la particularité, c'est qu'aussi je partage les coulisses de mon travail via les réseaux sociaux et sur YouTube. Où je montre un petit peu comment je travaille, comment ça se passe de créer un livre, comment on imprime son livre, comment on vend son livre, etc. Et ça rajoute un petit plus, je pense, à l'univers aussi. Parce que c'est pas toujours je sais pas comment dire. On se rend pas compte de tout ce qu'il y a derrière un livre, par exemple, comme travail. Tu as un site internet qui regroupe un peu toutes tes créations. C'est aussi une boutique où on peut se procurer les livres que tu as publiés et puis tout le merch en fait que tu fabriques. Mais c'est important aussi de te suivre sur les réseaux parce que tu partages beaucoup. Donc, on mettra un peu tous les liens en description pour ceux qui te connaîtraient pas. En tout cas, voilà, on aime et beaucoup. Justement, là, le Noël approche et donc du coup, tu as une série de 1 livre par saison. Ouais. Donc là, le plus à propos, ça va être Noël Cosy. Donc dans ce livre, il s'appelle l'hiver Cosy. L'hiver Cosy, pardon. et en fait, c'est là où tu partages tous tes rituels, toutes tes petites pratiques au moment de Noël. Donc, tu fais ça pour l'automne, l'été et puis le printemps. Et les illustrations sont magnifiques. Et aussi, tes illustrations, en plus des livres, je crois me rappeler, tu fais des cartes postales, des mugs... Il y a vraiment, si vous aimez les illustrations de Caro, il y en a vraiment pour tous les goûts au niveau du merch. Et c'est vraiment magnifique. Merci, ça me fait très plaisir en tout cas que ça vous plaise. Et puis, au-delà de tes créations, Harry Potter, ça te parle ? Et c'est pour ça que ça match sur notre podcast, parce que tu aimes Harry Potter, tu disais que t'écoutais notre podcast. Et justement, pour t'identifier en tant que Potterhead, si tu devais choisir une maison, visuellement, nous, on a une image, donc on a un petit indice, mais ça serait quoi ta maison de Poudlard ? Écoute, quand j'ai lu Harry Potter la première fois, ça a été... je voulais être Gryffondor, et quand j'ai fait les tests sur Pottermore, j'ai été Gryffondor. Donc, ça a été une évidence. Toute ma vie, j'étais une Gryffondor, etc. Je pense j'étais assez influencée parce que les héros étaient à Gryffondor. Tu vois, c'était un petit peu peut-être puéril, je sais pas trop. Mais c'est vrai que je me suis toujours identifiée à cette maison. Et en vieillissant,
Et tu vois, en creusant et en analysant beaucoup plus les caractéristiques de chaque maison, je me suis trouvée quand même très proche des Serres d'Aigle pour le côté j'adore apprendre, je suis plutôt c'est un peu syndrome de la bonne élève, etc. Et pour Pouf Souffle aussi parce que la gentillesse, la bienveillance, enfin c'est des valeurs que je prône aussi dans mon travail et du coup je me sens assez proche aussi de cette maison. Donc tu vois, c'est un peu Gryffondor mais avec des ascendances Serres d'Aigle et Pouf. C'est marrant ce que tu nous dis parce que justement, on a fait un after show la semaine dernière où on a parlé du sentiment d'appartenance aux maisons. Et justement, on a parlé du questionnement que tu as eu, en l'occurrence, sur pourquoi tu voulais être Gryffondor. Et c'est vachement intéressant parce qu'on a recueilli aussi les avis des Patreons. Et chacun avait une vision différente de son sentiment d'appartenance aux maisons. Et c'était super intéressant. Donc, si vous avez l'occasion d'écouter l'after show sur ça, allez-y, parce que notre sentiment d'appartenance à une maison aussi, ça démontre notre personnalité en même temps. Puis ça peut varier. Ça part d'Harry Potter, d'un livre, d'une histoire fictionnelle, mais en réalité, ça révèle beaucoup notre personnalité au final. Ça se rapproche beaucoup, je trouve, tu sais, de tout ce qui est... Enfin, je sais pas si vous avez déjà fait ça en entreprise, mais moi, avant d'être à mon compte, j'étais en entreprise dans une très grosse boîte et on faisait des formations au management ou des choses comme ça. Et on te fait faire des espèces de tests de personnalité où on te définit avec des couleurs ou alors le MBTI, c'est aussi un autre test de personnalité et où justement, tes caractéristiques parlent pour toi, quoi. Et tu es classé dans des catégories comme ça, exactement comme les maisons de Poudlard. Donc, je pense qu'elle a peut-être dû s'inspirer aussi de ce genre de choses. C'est un peu moins fun que le choix-peau, mais c'est un peu le même principe. C'est le choix-peau d'entreprise. Moldu. C'est ça. Et juste pour finir sur ta présentation liée à Harry Potter, est-ce que Harry Potter, ça fait longtemps que tu connais ou est-ce que c'est plutôt récent? Quand est-ce que tu as connu et comment ça t'accompagne aujourd'hui dans ta vie de créatrice? Alors, j'ai connu il y a longtemps, mais quand c'est sorti, enfin quand vraiment tout le monde a commencé à lire Harry Potter, donc c'est que les 3 premiers tomes étaient sortis. Moi, j'étais au lycée et donc j'étais plutôt dans une phase, je rejette les trucs de collégien. Donc j'ai un peu rejeté Harry Potter. Je me rappelle avec ma meilleure amie, on était là, ouais, c'est nul et tout. Et en fait, ma meilleure amie a des petites sœurs qui, elles, l'ont lu et l'ont trouvé tellement génial que elle a fini par le lire. Et du coup, elle m'a dit, il faut vraiment que tu lises Harry Potter. Donc du coup, je lui ai pris Harry Potter, mais franchement, sans conviction. Et j'ai commencé par le tome 3 parce que j'avais vu les 2 premiers films. Et en fait, j'ai pas pu décrocher. Ça a été le coup de foudre immédiat. Et derrière, j'ai enchaîné sur le 4 direct. Après, j'ai attendu, en attendant que le 5 sorte, parce que il était pas sorti, tu vois. Nous, c'était les années où on attendait qu'il sorte tous les 2-3 ans. J'ai relu le 1 et le 2, puis j'ai relu le 3 et le 4. Enfin, tu vois, ça y est, j'étais tombée dedans, quoi. Et à partir de ce moment-là, j'allais voir les films aussi, mais j'ai quand même une préférence pour les livres, évidemment. Ok, oui, donc t'as connu dès le départ. Ouais, la folie. J'ai tout de suite, tu sais, je suis tout de suite allée sur les forums. Oui, moi, t'as connu ça. Ouais, comme Jérém. Ouais. J'ai écrit des fanfictions. Et je les relis tous les 3-4 ans, à peu près. Histoire d'oublier un petit peu. Et j'essaye de pas trop revoir les films non plus pour pas me remettre trop les choses en tête et surtout trop les images des films. Ah ouais, pour garder ton imagination, ton propre imaginaire. Ah ouais, c'est dur. Hein. Je trouve que là, par exemple, il y a des personnages où j'arrive plus à retrouver mon image d'origine. Surtout quand on a connu très jeune. Ouais, c'est ça. Lupin, ouais, Lupin, tu vois, ou Lupin ou Sirius. Maintenant, j'ai du mal à les revoir comme je les voyais à l'époque quand je lisais le livre. Les films ont vraiment pris le dessus, quoi. Ça m'attriste. Ok, merci Caro, et parce que je crois qu'on l'a pas encore dit, mais pour ceux qui voudraient en savoir un peu plus sur toi et puis prolonger l'expérience podcast après le chapitre, tu vas rester avec nous pour l'after show. Maintenant, c'est une petite tradition. Et puis, on va se poser la question, évidemment, parce que comme c'est lié à ce que tu fais en tant que créatrice, on va se poser la question de savoir, est-ce que Harry Potter, c'est cosy ou pas? Je crois qu'il y a une tendance quand même majoritaire pour dire oui, mais justement, pourquoi Harry Potter, c'est cosy? Pourquoi c'est une... Mais il y a un mais, puisqu'il y a des auditeurs qui ne trouvent pas si cosy que ça. Et... ça reste assez sombre aussi. Donc, voilà, on va un petit peu en discuter tous les 3 dans l'after show qui sera disponible pour les Patreons, on le rappelle. Les Patronus? Les Patronus, on leur a donné un nouveau nom. Et apparemment, c'est validé. Voilà. Je crois qu'il y a Cyprien qui utilisait le même mot. Faudrait vérifier. Mais... loin de nous, voilà.
Ouais. Je sais pas, j'en ai entendu parler. À voir. Mais en tout cas, c'est un plaisir que tu nous suives d'abord sur ce chapitre. Caro, c'est un plaisir de te recevoir. Ravi d'être là. Maintenant, on t'invite à rejoindre la grande salle pour prendre ton petit déjeuner avec nous. Nous, à Poudlard, comme dirait Vincent Coche. Ah oui. Moi, à Poudlard. Et avec notre trio de personnages qui s'apprêtent donc à faire leur rentrée. La cloche de l'école sonne, il est temps de rentrer en classe. Harry Potter et la coupe de feu. Chapitre 13. Maugré Folleuil. On retrouve notre trio préféré le matin du premier jour d'école. Ils prennent leur petit déjeuner en consultant leur emploi du temps. Au programme botanique avec les poufsouffles, soit en créatures magiques avec les serpentards, puis double cours de divination dans l'après-midi au grand malheur de Harry. C'est vrai que ça doit être dur quand même d'enchaîner 2 cours de Trelawney. J'avais oublié un peu qu'à Poudlard, on pouvait avoir 2 fois le même cours. Je crois que ça arrive sur les potions des fois avec Rogue. Ça doit pas être évident quand même, Trelawney. Mais comme on va le voir, c'est le premier jour de rentrée, ça va être un peu compliqué en termes de cours. Il n'y a pas qu'à Poudlard, à la fac, on peut enchaîner des cours. Hein. Ouais, même au lycée. Hein. Ouais, même Moi, au collège-lycée. Ah ouais, c'est vrai, ouais. 4 heures de philo en terminale, tu vois, à la suite. Ouais, quand t'aimes pas la matière, c'est dur, quoi. C'est ça, on peut avoir... Ouais, moi, j'avais ça, il me semble. Par exemple, en philo, comme j'étais en littéraire, je sais plus si j'enchaînais, mais on doit avoir 4 heures dans la semaine. Donc, c'est 2 fois 2 heures, mais c'est pas impossible des fois que, par des soucis d'emploi du temps, bah, tu aies les 2 fois 2 heures en même temps. Donc, tu te tapes 4 heures de philo avec le professeur Trelawney. Ce qui m'avait choqué, c'était les 3 heures de droit civil de 10h à 13h. Wow, et le repas, tu faisais comment? Ah ben, on mange après. Attends, de quelle heure à quelle heure? De 10h à 13h. Ah ouais. Et on reprenait à 14h. Donc autant dire que c'était les journées galères. Ah ouais. Et je me rappelle, la prof, elle avait faim aussi. Et à la fac, vu que c'est des grands amphis, ben, les profs avaient des micros. Et on entendait son ventre grouiller. Je m'en rappellerai toute ma vie. Dans le micro, c'était trop drôle. À chaque coup, la pauvre, elle prenait même pas dans le cas, du coup. Ouais, et puis en plus, là, avec le professeur Trelawney, c'est que c'est juste après le déjeuner, justement. Ah ouais. Donc, on va voir, ça va avoir raison d'Harry. Oui, bah d'ailleurs, oui, c'est ce qui va arriver. Tu sais, avec toutes ces... Enfin, je pense qu'il y a de quoi te sentir mal en plus dans ce cours-là, avec toutes ces encens et tout, là. En tout cas, Hermione, elle se félicite d'avoir laissé tomber la divination parce qu'elle trouve l'arithmancie beaucoup plus intéressant, par exemple. Ron lui fait remarquer qu'elle s'est remise à manger, apparemment, parce qu'elle dit ça avec un toast à la bouche. Et Hermione lui répond que c'est parce qu'elle a trouvé un autre moyen d'aider les elfes. Pour le moment, ça reste un mystère, donc on met ça de côté. Le courrier du matin est bientôt apporté par les hiboux dans la grande salle et Neville reçoit son colis traditionnel de rentrée avec tout ce qu'il a oublié de prendre avec lui la veille. La tradition pour Drago, lui, c'est de recevoir plein de friandises envoyées par ses parents, mais malheureusement, Edwige, en ce qui concerne Harry, elle n'est pas là pour apporter la réponse tant attendue de Sirius. Je sais pas si c'est lui rendre service à Drago, encore une fois, de la part des parents, de lui donner plein de bonbons à chaque fois, parce que je crois qu'on en fait mention... à quelques reprises que Malfoy il reçoit plein de friandises, plein de bonbons. Bon, je sais pas si c'est pour montrer qu'il est pourri gâté, je pense. Oui. Ouais, c'est un peu dans la caricature, mais c'est complètement ça, quoi. Bah, en colo, moi je me rappelle quand j'allais en colo, il y avait toujours des gens qui recevaient des colis comme ça, remplis de friandises et tout de leurs parents, et toi tu reçois rien, tu sais. C'était les souvenirs de pique-nique quand on faisait des sorties scolaires. Moi, j'avais le strict minimum équilibré et tout. Et il y avait des camarades qui avaient toujours les paquets de bonbons à foison, de chips et tout. Et moi, j'étais là avec mon petit sandwich au pâté, genre... Sandwich au pâté. La chance. Mais t'es une Weasley, en fait. Bah oui, je suis une Weasley, en vrai. Je suis pas rousse, mais je suis une Weasley. Ils en distribuaient à tout le monde. Du coup, ils étaient populaires et tout. Ouais. Vous voulez un peu de mon sandwich au pâté? Dans son petit papier alu qui a bien pris chaud. C'est là. ça. Ma maman oublie toujours que je déteste le cornet de bif. Harry est toujours inquiet par rapport à sa lettre lorsqu'il se rend au cours du professeur Chourave qui leur enseigne les bubobulbes. Alors le but avec les bubobulbes, c'est de percer leur vésicule pour récolter du pu.
bienvenue à Poudlard, premier jour de rentrée. Alors, le procédé, il est décrit comme quelque chose d'à la fois répugnant et satisfaisant. Et je vois bien un peu ce que ça veut dire, tu vois. On voit les vidéos sur les réseaux sociaux des faux perçages de boutons là, sur les trucs en plastique. Mais ça, il y avait une mode à un moment. Ou de points noirs et tout. Pardon, j'arrête. Non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ça, tu vois. Non, mais c'est vrai. Moi, je comprends. Mais c'est quand même marrant qu'elle ait choisi de mettre des trucs comme ça, un peu crado. Elle est forte pour ça, J.K. Rowling, quoi. Parce qu'en plus, à cet âge-là, t'aimes bien les trucs comme ça. Surtout là, je sais pas vous, mais à mon avis, c'est une petite métaphore un peu marrante de sa part, parce que c'est écrit que le pus de bulbe, ça sert de remède contre l'acné. Donc je pense que c'est une métaphore des ados qui se percent les boutons, en fait. En mode hardcore, quoi. C'est une métaphore. À ce moment-là, Anna Abbott parle du fait qu'Héloïse Midgen a tenté d'enlever ses boutons par un sortilège et qu'elle a fini chez Madame Pomme Fraîche suite à cette tentative ratée. Donc là, on voit bien, on est un peu dans l'adolescent, justement. Ça parle d'acné, de boutons, comme dans La vie moldue, ce qu'on a vécu un peu tous et toutes. Et là, je voulais m'arrêter un peu sur ce personnage qui est cité, qui s'appelle Héloïse Midgen. J'ai été un petit peu voir, est-ce qu'elle revient, est-ce qu'on en parle. Et ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'elle revient bien quelquefois dans le récit, et c'est toujours un peu humiliant. Enfin, c'est toujours lié un peu à la même chose, parce qu'un peu plus tard, dans le tome 4, quand il cherche une cavalière pour le bal, il y a Ron qui va dire qu'il préfère y aller tout seul plutôt que d'y aller avec Héloïse Midgen. Ce qui est pas très fin de sa part. C'est un peu similaire au film. Je sais pas si vous vous souvenez, mais dans le film, c'est aussi un personnage secondaire. C'est dans la scène où Ron danse avec McGonagall en préparation du bal. Il y a une réflexion qui est faite sur Héloïse Midgen et on la voit du côté des filles en face des garçons. Après, Ron, c'est pas le plus fin dans ce tome. Non, c'est pas plus fin. On va voir, notamment dans ma partie. Voilà. Il y a une blague. Ouais. Et dans le film, c'est pareil, c'est Ron qui fait une remarque. Il y a dans le tome 5 aussi Hermione, alors ça j'ai bien aimé, c'est Hermione qui dit qu'il vaut mieux pas que quelqu'un trahisse l'AD, l'armée de Dumbledore, au risque de faire passer l'acné d'Héloïse Midgen comme de petites taches de rousseur. Visiblement, 1 an après, elle a toujours pas réglé son petit problème d'acné, ça dure. C'est fou que J.K. Rowling, elle pense tout le temps à ramener ce truc-là, tu vois, de livre en livre. Et ouais. Elle a une petite fiche, Héloïse Midgen, avec ses caractéristiques. Bon, ça dépasse pas trop l'acné, on va dire, mais voilà, hop, elle revient dans... En tout cas, elle est évoquée dans le tome 5. Et la dernière fois qu'on en fait mention, c'est dans le tome 6. C'est son père qui vient la chercher pour la retirer de Poudlard, mais comme plein d'autres élèves, et a priori, elle n'est pas retournée à Poudlard ensuite, donc probablement qu'elle participe pas à la bataille de Poudlard. Et justement, j'évoquais le film, et pour terminer sur Héloïse Midgen, ça m'a intéressé, parce que j'étais un petit peu voir, est-ce que je pourrais retrouver l'actrice qui joue ce personnage pas très gracieux quoi dans le film, et je l'ai retrouvée. C'est pas très compliqué en même temps, parce qu'elle s'appelle Samantha Clinch, l'actrice qui a joué, et en réalité elle est assez présente sur les réseaux et elle est bien loin de son personnage mal dans sa peau. Alors si j'ai bien compris, elle est animatrice de radio, et elle parle pas mal de son expérience Harry Potter sur TikTok. Elle est assez active sur TikTok, donc si ça vous intéresse, allez voir Samantha Clinch. Et c'est assez rigolo, et je pense que vous allez être surpris de comment elle est en vrai, parce que elle est pas du tout comme elle est jolie, tu veux dire. Elle est très Instagram, voilà. Ouais. Instagrammeuse, Instagrammable. Je l'aurais pas reconnue personnellement. Après, elle était très jeune quand elle a fait, c'était il y a longtemps. Elle était très jeune, et c'est marrant parce qu'elle parle de, par exemple, combien on touche en tant que figurant sur un film comme Harry Potter et la Coupe de Feu, combien elle a touché, c'était quoi les rapports qu'il pouvait avoir avec les acteurs principaux, qu'est-ce qu'ils mangeaient. C'est les gens finalement. Ouais. Du coup, elle a vite compris ce qui intéressait les gens, et allez voir son TikTok, Samantha Clinch. Il est ensuite temps pour les Gryffondors de se rendre à leur cours de soins aux créatures magiques avec Hagrid, qui les attend devant ces nouvelles créatures, des Scroots à pétard. Voilà. Ils sont présentés comme des homards difformes, d'aspect gluant et avec une odeur de poisson pourri. J'en ai passé, j'ai pas tout gardé dans la description. Mais... C'est la matinée peu reluisante pour les élèves, quoi, les pauvres. Ouais, c'est ça. Tu perces des boutons sur une vésicule et puis... Et après, des trucs qui pètent du feu. Ouais. À peine arrivé, Drago se plaint déjà, mais Hagrid ne se laisse pas faire et il explique que l'objectif du cours d'aujourd'hui,
c'est de leur trouver de la nourriture à ces scrouts parce que ils viennent d'éclore. Comme le fait remarquer Simus, ils sont pas vraiment gâtés aujourd'hui parce que après le pu, des créatures puantes, voilà. Du pu et des paix. Voilà. C'est vrai que c'est pas fou comme jour de rentrée. Ouais, non. Ben c'est pareil, je pense que c'est un petit gag de la part de J.K. Rowling, voilà, de montrer qu'ils vont enchaîner un jour de rentrée assez horrible d'un point de vue court. En plus, je crois qu'il pleut. Il me semble que Ron Oui. dit au début du chapitre qu'il va pleuvoir toute la journée, que ça va être horrible. Enfin, c'est vraiment le pire matin, quoi. C'est ça. Par affection pour Hagrid, évidemment, Harry, Ron et Hermione se font pas prier et ils se prêtent à l'exercice tant bien que mal, c'est-à-dire nourrir les scrouts à pétard. Ils s'en sortent mieux que Dean, en tout cas, qui se fait mal lorsqu'un scout explose. Hagrid dit que ça arrive parfois, malheureusement, mais c'est pas très grave. Et il précise que ceux qui ont un dard doivent être des mâles et les femelles sont celles qui ont une espèce de ventouse sur le ventre pour sucer le sang. Voilà. Donc encore une fois, petite description assez sympa. Je sais pas si vous savez, mais on peut voir une représentation taille réelle adulte d'un scout à pétard au parc à Harry Potter à Orlando, en Floride. Et c'est sur le roller coaster Hagrid que je rêve de faire personnellement. Je rêve de faire cette attraction. Ça doit être sympa. Ouais. Et du coup, c'est Hagrid qui nous parle pendant tout le long de la montagne russe. Et on voit quelques créatures magiques, évidemment, dont un scout à pétard. Et je vais pas spoiler ce qui arrive avec le scout à pétard. Moi, je me suis spoilé parce que j'adore les montagnes russes et compagnie, donc j'ai déjà vu des vidéos. T'as regardé les vidéos des gens qui les font? Ouais. Mais il se passe un truc sympa avec le scout. Si vous avez l'intention d'y aller, vous spoilez pas. C'est pas trop dur à deviner. Ouais. Voilà. Oui. Vu les caractéristiques de l'animal. Ouais. Draco continue de se plaindre sur l'aspect des créatures et Hermione lui rétorque que ce n'est pas parce que quelque chose n'est pas très beau qu'il ne peut pas être utile. Par exemple, on n'a pas très envie de domestiquer un dragon, mais leur sang a des grandes propriétés magiques. À ce moment-là, les garçons s'échangent un regard avec Hagrid parce qu'on sait que lui, Hagrid, il aurait très envie d'avoir un dragon chez lui et c'est pas faute d'avoir déjà essayé. On se rappelle de Norbert le dragon. On va apprendre que plus tard, c'est Norbetta, en fait. Norbetta, la dragonnette, c'est une femelle. Bientôt, là. Il va bientôt... C'est quand il va aller à la première épreuve, non? Non, pour Norbert, on l'apprend bien plus tard. Ah bon, c'est pas... non, t'as peut-être raison. Ça doit être... Ah oui, t'as raison. Non, parce que Norbert, il va pas être dans les dragons qui vont combattre. Donc, non, mais c'est pas. À chaque fois, je confonds Bill ou Charlie qui s'occupe. C'est Charlie. Ouais. Charlie qui s'occupe des dragons. Ils vont profiter pour donner des nouvelles de Norbert, non? Et en même temps, il fait, mais en fait, c'est pas Norbert, c'est Norbetta ou quelque chose comme ça. Mais c'est une femelle. Je sais plus si Charlie lui dit pendant la scène où Hagrid monte les dragons à Harry. Non, parce qu'il se cache. Mais je crois pas. Mais j'ai une image comme ça. J'ai l'impression que Charlie lui dit quand ils sont au terrier à un moment donné, et c'est peut-être bien dans les Reliques de la Mort au mariage de Bill et Fleur. Ah, peut-être. Mais c'est beaucoup plus long. Harry, il se cache, mais dans le film, il se cache Hagrid, mais en fait, dans le livre, je crois pas qu'il se cache. Je crois qu'il va vraiment ou Charlie directement, quoi. Ouais, je crois qu'il parle avec Charlie. Même Charlie voit Madame Maxime. C'est juste qu'Harry est bien sous la cape, comme dans le film. Mais ça, je me rappelais plus. Tu vois. Ouais. On va découvrir ça dans pas trop longtemps, si Charlie lui dit à ce moment-là. Mais j'ai un petit truc comme... J'ai l'impression qu'Hagrid l'apprend plus tard. Dans ton truc. Ouais. Au moment de retourner déjeuner au château, Hermione avoue à Harry et Ron qu'en vérité, elle est assez inquiète parce que les scrouts risquent de devenir énormes et dangereux et qu'il vaudrait mieux que Hagrid change de sujet de cours avant d'avoir à nouveau des problèmes. Alors là, j'ai vérifié et les scrouts, ils apparaissent pas dans le livre Vie et habitat des animaux fantastiques par d'Amber Dragono parce que d'après Hagrid, en fait, par rapport à ce qu'on lit là dans le livre, on sait rien de ces créatures, on sait même pas ce qu'elles mangent. Et c'est pour ça que je me suis dit, mais c'est bizarre, parce que normalement, il y a quand même eu pas mal de recherches, notamment par Norbert Dragono sur les créatures fantastiques et tout. Et du coup, je me suis posé la question suivante que je vous pose. Comment il s'en est procuré? Est-ce que c'est une découverte qu'il a fait? Est-ce que vous avez une idée par rapport à ça? J'ai une petite piste, personnellement. Bah déjà, c'est étonnant qu'il soit pas dans... Enfin, moi, je pensais que dans Vie et habitat des animaux fantastiques, il y avait tous les animaux du bestiaire. Eh ben, il n'y a pas les scouts à pétard.
Bah ouais, c'est bizarre. Il a chopé ça sous le manteau, sur l'allée des embrumes, quelque chose comme ça, non? Ouais, C'est pas peut-être. une Alors, espèce qui a été C'est peut-être un genre de cafard. traficotée par les sorciers. en fait, je vous mets sur la piste, mais je sais pas si c'est devinable. On va apprendre un truc plus tard dans la coupe de feu par rapport au Skrulls à pétard, mais faut pas le prendre pour argent comptant parce que vu d'où vient la source, faut mieux se Dingus. méfier. Mondingus? Non, c'est pas Mondingus. Un personnage qu'on a déjà parlé dans la coupe de feu, mais qu'on ne connaissait pas avant. On l'a évoqué plusieurs fois au début de la coupe de feu. Elle a posé un peu de problème à Arthur Weasley. Je dis elle parce que c'est une femme. Ah bon? Et oui, vous allez trouver, je suis sûr. Celle qui a disparu? Ce n'est pas Bertha Jorkins, non? Non. T'as dit quoi, Caro? Non, bah j'ai dit Bertha aussi, mais non, c'est pas Bertha. Qui a posé des problèmes à Arthur Weasley. C'est une créature magique? Non, c'est une sorcière. C'est une sorcière qui raconte pas que des vérités. Ah, Rita Skeeter. C'est Rita Skeeter. Et oui. En fait, Rita Skeeter, plus tard dans le récit, elle va écrire que les Skrulls, c'est une espèce hybride créée par Hagrid. Et ça serait des mi-manticores, mi-crabes de feu. Voilà. Il fait ça, Hagrid, il crée des Ouais. Du coup, ça se trouve, elle dit la vérité. Ça serait, selon elle, un élevage expérimental qui est interdit par le département de contrôle et de régulation des créatures magiques. Ouais. Donc, elle dit pas que des vérités, comme on le sait, mais pour le coup, là, comme c'est pas du tout une créature qui est répertoriée, ça se trouve, c'est bien une expérimentation d'Hagrid qui a créé une espèce bizarroïde, ou alors quelqu'un d'autre qui l'a créé, il l'a chopé ça sous le manteau. Enfin, Ouais, moi je vois plutôt ça, quelqu'un qui l'a créé, parce que je vois mal Hagrid manipuler des bêtes dans des expériences. J'ai un peu du mal à imaginer. Malsain, quoi. C'est pas trop lui. Ouais, ça fait bizarre. Par contre, je le vois acheter sous le manteau à l'allée des embrumes. Ah ouais, tu sais, en mode j'ai jamais vu ça. Ouais, il me le faut. C'est ça, une nouvelle espèce. Ouais, c'est ça, après Olar, après 2-3 coups. Mais c'est comme ça qu'il récupère Norbert, d'ailleurs. Hein. Bah oui, c'est pour ça que... c'est Quirrell, caché par sa cape, qui... Non, qu'est-ce que je raconte? Bah si, non? Si, pour avoir la flûte. Ah oui, oui. Ah, le Cerbère, là. Je sais pas pourquoi. Je voyais bien Quirrell lui donner Norbert, mais j'arrivais plus à connecter pourquoi il ferait ça. Oui. Ça remonte, le tome 1. Merci, Caro. Oh, écoute. Au déjeuner, Ron est choqué de voir Hermione engloutir son repas à toute vitesse et il lui demande s'il se rend malade, c'est ça la solution qu'elle a trouvée pour aider les elfes. Mais Hermione lui répond que non, c'est parce qu'elle a besoin d'aller à la bibliothèque, évidemment. Et à peine Harry et Ron ont commencé leur assiette qu'elle se lève et elle part de la grande salle. Il est bientôt l'heure après le repas pour les deux compères, Harry et Ron, de commencer leur après-midi divination. Super. Donc, en guise de promenade digestive, ils se rendent tout en haut de la tour nord pour retrouver la trappe par laquelle on accède à la salle de classe du professeur Trelawney. Alors, je trouve que la scène qui va suivre, elle rejoint notre after show. Parce que je trouve que le fait d'aller dans la salle de cours de divination rejoint le sujet de l'émission d'après, le côté cosy d'Harry Potter. Je vous explique pourquoi. Imaginez ouvrir une trappe et aussitôt sentir l'odeur si particulière du feu de cheminée et entendre son crépitement. Les rideaux sont tirés. La pièce n'est pourtant pas plongée dans le noir parce que des lampes diffusent des lumières rouges qui sont adoucies par des châles et des écharpes posées sur elles. Et puis aussi, il y a des fauteuils et des poufs recouverts de tissus et je les imagine tellement moelleux et ouf, c'est le côté cosy. Est-ce que je suis la seule à imaginer la salle de cours de divination cosy ou vous imaginez ça plutôt étouffant? Moi, je pense que c'est confortable, effectivement, mais que ça doit être étouffant et que, tu sais, j'imagine trop qu'elle aère jamais et que ça sent ça fait trop chaud, les odeurs un peu renfermées, en plus tous les élèves qui se succèdent. Du coup, moi, j'imagine ça un peu lourd comme ambiance, tu vois. J'imagine que ça sent un peu le papier d'Arménie brûlé, je sais pas si vous connaissez. J'adore ça avec les encens et tout. J'aime bien ces ambiances-là. C'est peut-être une belle salle pour se taper sa meilleure sieste, et pas forcément pour passer du temps à lire un livre. Ça doit être trop sombre. Ouais, c'est une ambiance... j'ai envie d'y dormir, mais pas forcément d'y rester très longtemps. Ouais, et puis pour suivre un cours en plus, tu vas avoir envie de dormir. C'est ça.
Ils sont en plus après manger, quoi. Hein. Oui, ouais, c'est ça l'ironie de la chose. Harry et Ron s'installent à une table ronde alors que la voix mystérieuse du professeur Trelawney se fait entendre juste derrière Harry, qui sursaute. « Je vous souhaite le bonjour. » Pas bien le bonjour, mais pourquoi j'ai fait un accent? Non, mais je sais pas quoi. J'ai fait l'accent bourguignon. Ouais, t'as fait un accent de campagne. Bourguignon. C'était les visiteurs, là. Ah, tant pis, elle est bourguignonne Trelawney. C'est pas grave, allez, c'est calé. Lol, garde-moi, là, Harry. Non, ça, c'était un hobbit, ça. Oh, non, c'est pas bien le bonjour. C'est ça. Et même l'apparence de Trelawney, je la trouve cosy. Bon, bah ça, je pense que ça n'engage que moi. Mais j'aime bien cette femme étrange avec ses lunettes beaucoup trop grandes pour son visage, avec tous ses bijoux. Puis j'imagine avec un grand châle comme ça, sentant l'encens. Moi, j'ai envie d'être copine avec elle, même si elle est trop bizarre. Elle est perchée quand même. Hein. Ouais, j'aime bien. Et puis elle est bourguignonne en plus. Oui, mais ça, c'est pas une qualité. Je l'avais déjà dit, mais je pense que Trelawney, j'imagine comme ça. Je sais pas, c'est peut-être dans ma tête, mais j'ai l'impression qu'elle a un manque de confiance en elle par rapport à son pouvoir de divinatrice. C'est bien qu'elle en fait des caisses, et je me demande si elle est vraiment si folle que ça, ou si elle se crée un personnage. Ouais, elle se crée un personnage. Je pense qu'elle se donne des airs, et peut-être qu'une Trelawney un peu plus au naturel, elle doit être sympa, je pense. Mais qu'avec tout ce tralala qu'elle se crée, elle se bloque aussi un peu ses pouvoirs. Elle est recluse un peu. Hein. Ouais, elle est en fait, c'est devenu un personnage marginal, mais je pense qu'à la base, elle devait être assez normale, et c'est la marginalisation, je sais pas si ça se dit, qui l'a rendue comme ça. Puis peut-être elle respire des trucs un peu, tu vois, qui la font dans des délires, quoi. Ouais, on sait qu'elle mange très peu avec les autres professeurs à Poudlard. Enfin, elle mange pas dans la grande salle. C'est assez exceptionnel quand elle vient. Par exemple, j'ai un souvenir où elle vient à Noël quand il y a très peu d'élèves. Et elle veut pas s'asseoir d'ailleurs parce qu'elle serait la 13e personne à s'asseoir sinon. Oui. Enfin, elle voit toujours. Ouais, c'est vrai qu'elle est perchée dans le sens où elle voit des signes partout. Mais justement, parce que je pense qu'elle veut faire le plus de divination possible, de prophétie possible. Et c'est bien que, ouais, je pense qu'au fur et à mesure du temps, est-ce qu'elle s'est pas donné un rôle quelque part, elle s'est pas créé un personnage. Moi, je le visualise un peu comme parce qu'elle s'est pas enfermée dans son personnage. Au début, c'était un personnage et finalement... Ouais. Oui, puis surtout, à force de faire des prédictions à Harry, par exemple, qui se réalisent jamais, elle continue quand même, tu vois. Oui, il est censé mourir depuis chaque année. Depuis l'année précédente. En même temps, est-ce que c'est pas vrai d'un autre côté? Et c'est toujours ça, avec Trelawney. Bah oui. Parce que même sur sa mort, on pourrait dire, quand il se rend à Voldemort et que Voldemort lui lance un Avada Kedavra, quelque part, Harry meurt, même si bon, voilà, vite fait, quoi. Oui, mais pas à la fin de l'année, quoi. Non, pas à la fin de l'année, non. Mais t'avais dit dans un autre podcast que on n'était même pas sûr qu'elle sache que c'est elle qui avait fait la prophétie de Harry. Ah non, on sait que elle sait pas. On sait qu'elle sait pas. Ouais, mais ça, c'est triste, quoi. Oui, moi, je trouve ça triste. Elle saura jamais que c'est une vraie voyante. Ouais. Mais je me demande même... quelles sont les raisons de Dumbledore de jamais lui avoir dit, en fait? Pour pas qu'elle prenne la conf. Je sais pas. Pas qu'elle essaye de s'en rappeler, peut-être pour pas diffuser aussi l'info, je sais pas. Il lui fait pas trop confiance. On sait que Dumbledore, en plus, il aime pas trop la divination. Et d'ailleurs, quand il a fait l'entretien avec Trelawney, ça se passait pas très bien. Il était en mode, de toute façon, c'est une matière que je vais pas garder à Poudlard. Et puis est arrivée la prophétie à ce moment-là. Elle a fait la prophétie. Si bien que, du coup, il l'a gardée. Il l'a pas gardée parce qu'il l'a trouvée bien ou il trouvait que le cours de divination importante. Il voulait la garder sous le coude, en fait, ou quelque chose comme ça. Je crois qu'il voulait garder un œil sur elle pour pas que ce soit Voldemort ou quelqu'un d'autre qui tombe sur la prophétie, parce que finalement, il a eu qu'une partie, Voldemort, de la prophétie. Ouais. Est-ce que finalement, en lui disant, elle aurait pas dit à tout le monde ouais, j'ai une prophétie à dire et elle est vraie, et finalement, oui, elle aurait attiré la mauvaise attention aussi de la part de Voldemort et de ses disciples. Mais d'ailleurs, ça me fait penser à un truc. Pourquoi, dans le tome 5, quand Voldemort il veut à tout prix récupérer la prophétie, pourquoi il cherche jamais à capturer Trelawney? Parce qu'elle est cachée à Poudlard, non? Ouais. Justement parce que c'est Trelawney? Non, il sait peut-être pas. Ah bah si, parce que Rogue, il entend que Trelawney fait la prophétie, non?
pense que Rogue a dû le dire quand même. Il a eu le temps de lui dire hein, que c'était Trelawney par rapport à un entretien d'embauche avec Dumbledore. Alors, moi, qu'il ne l'a pas dit, parce qu'au final, il est du côté de... quoi qu'à ce moment-là, il ne l'est pas encore. Non, il basculera plus tard, parce que justement, ça va mener Voldemort vers Lily. Mais avec ce qu'on connaît, ce qui se passe... Ouais, en fait, je sais même pas, par exemple, Voldemort qui capture Trelawney, est-ce qu'il arriverait à rentrer dans sa mémoire et finalement retrouver la fin de la prophétie? Peut-être que oui, hein, parce qu'on sait il peut faire des trucs de fou en bidouillant la mémoire des gens. Donc peut-être que c'est enfoui quelque part chez elle et qu'il aurait pu y avoir accès, mais peut-être que du coup le plan de Dumbledore marche, c'est-à-dire que comme elle est tout le temps auprès de lui, il cherche jamais à rentrer à Poudlard, il préfère rentrer par effraction au ministère, il trouve ça plus réaliste. Je sais pas, ça serait ma seule théorie. Mais... Ouais, ça s'expliquerait comme ça en tout cas. Bon, en tout cas, ce qui est un peu moins cosy chez Trelawney, c'est le regard qu'elle lance à chaque fois à Harry. Un regard tragique. Avec ses grosses lunettes, là. Ouais. Le tragique. Oh mon Dieu. Et comme d'habitude, elle voit que du négatif chez Harry. Elle le sent troublé comme son âme. Et malheureusement, il a raison d'être inquiet. Des moments difficiles l'attendent. Et ce qu'il redoute va se produire et peut-être plus tôt qu'il ne le pense. Harry, lui, il a l'habitude maintenant des prédictions désastreuses de Trelawney, du coup, il reste imperturbable. La professeure part s'installer vers la cheminée, près de ses 2 fans inconditionnels, Lavande Braun et Parvati Patil. Au programme du cours de divination, les présages révélés par le mouvement des planètes et par les étoiles. Harry semble bien loin de ce programme, parce que l'ambiance de la pièce, comme on l'a dit, ça fait somnoler. Et puis malgré tout, il ressasse quand même la phrase de Trelawney. « Ce que vous redoutez va se produire, je le crains. » Je valide pas du tout cet accent. Mais il tente de se rassurer en disant qu'Hermione a raison, Trelawney ne raconte que des mensonges. Et puis, qu'est-ce qu'il craint en ce moment? Bon, ok, il a peur pour Sirius, mais bon, Trelawney, elle peut pas le savoir. Après tout, elle tient son poste uniquement grâce à un coup de chance. Mis à part l'année dernière où elle a prédit le retour de Voldemort, et cette prédiction, elle ressemblait quand même à une véritable transe. Avec toutes ces divagations, Harry s'est quasiment assoupi. Heureusement, Ron le tire de cet état. La professeure est en train de s'adresser à Harry. Selon elle, il est né sous l'influence maléfique de Saturne, qui occupait au moment de sa naissance une position dominante. Et puis, il est né en plein hiver. Harry détrompe Trelawney en lui disant qu'il est né en juillet, donc plein été. Ron doit se retenir d'éclater de rire. C'est pas comme si en plus elle pouvait avoir accès, je pense, à sa date de naissance. Ouais. Oui. Elle fait des fausses prédictions sur des éléments d'information qu'elle pourrait obtenir. C'est ça. Elle se décrédibilise toute seule. Oui. Alors, j'ai recherché un peu des infos générales sur l'influence de Saturne Justement, dans l'astrologie. J'étais sûr que tu allais faire ça. En lisant le chapitre, je fais « Elle va regarder si on peut vraiment être né sous l'influence maléfique de Saturne. » En fait, j'ai pas trouvé d'influence maléfique comme elle dit, mais après, chaque thème astral est différent en fait par rapport au jour de naissance, du mois de naissance, je pense. Donc c'est vraiment général ce que je vais donner parce que je connais pas du tout en astrologie. Je trouve les infos sur franceminero.fr. Voilà pour tout vous dire. Mais ça se recoupe avec d'autres sources que j'ai trouvées. Donc Saturne en astrologie est souvent considérée comme la planète de la discipline, de la structure et des limites. Représentant l'autorité et la responsabilité, elle gouverne le signe du Capricorne et joue un rôle essentiel dans l'apprentissage et la croissance par le biais des défis et des restrictions. Ça peut matcher avec Harry quand même. Mm-hmm. Non? Attends, répète. Elle joue un rôle essentiel dans l'apprentissage et la croissance par le biais des défis et des restrictions. Ouais, j'arrive pas trop à comprendre cette phrase. Ouais. En gros, on dirait du Trelawney en fait. Je pense que elle représente ton évolution, ton accomplissement dans la vie par le biais de défis en fait et des limites posées par la vie. Ouais. Ouais, mais comme souvent, ça peut marcher pour tout. C'est ça le truc.
L'influence de Saturne dans un thème natal peut indiquer le domaine de la vie où la patience, la persévérance et le travail acharné sont nécessaires pour atteindre le succès. Bah, Ça peut marcher pour Harry. Bah, le travail, oui, hors scolaire, tu veux dire. Parce que c'est pas forcément un bon élève. Non, travail acharné dans le sens où, pour finalement gagner contre Voldemort, il va devoir s'acharner dans toutes ses épreuves. Ouais, Après, je suis vachement dans l'interprétation. Après, tu prends ça et tu peux l'interpréter sur tous les personnages de la saga, tu vois. Elle est aussi liée à la maturité et à la sagesse acquise au fil du temps. La réputation de Saturne en tant que professeur sévère dans le zodiaque est due à son rôle formateur et structurant dans notre développement personnel. Ça fait penser à une phrase que ton patron pourrait te dire. T'as une grosse galère au boulot et il te dit « C'est formateur et c'est structurant pour votre développement personnel, Marina. » Fuck off. Voilà, c'était franceminero.fr. Ne me remerciez pas pour cette information. Tous les liens sont en description. Ça pourrait être dans le chicaneur, quoi. Non, après, j'ai pas trouvé de... Je sais pas si elle a trouvé une source, mais c'est pas maléfique, comme elle dit. Après, les thèmes astro, ça peut être encore plus détaillé selon... je sais pas. Je parle de ça, alors je connais rien à ça, donc... Je sais pas si J.K. Rowling est très branchée astrologie ou... Ouais, mais généralement, elle source ses infos. Ouais, ou est-ce qu'elle balance juste des mots de planète comme ça? Non, je sais pas s'il y a une recherche de ce côté-là. Je la vois bien quand même. Pas mettre n'importe quelle planète. Ça se trouve, Saturne a y réfléchi. Mais... Je pense qu'elle a pu regarder un petit peu ces choses-là. Mais là, la façon dont elle en parle et dont elle parle de la divination, c'est quand même un petit peu pour se moquer, j'ai l'impression. Ouais, comme du journalisme. C'est une caricature, quoi. Je pense qu'elle a peut-être le même avis que Dumbledore sur la question de la divination. Désolé pour ceux qui seraient très branchés astrologie et tout, mais... Surtout que c'est vachement dans l'air du temps, l'astrologie. Ouais. Maintenant, quand on voit... des Mercure extraits rétrograde et tout. Ah, mais t'es de quel signe? Ah non, mais moi, je peux absolument pas sortir avec un Capricorne. C'est hors de question. Moi, j'y crois pas du tout. Je pense qu'il y a énormément de déterminisme là-dedans. En fait, si t'as décidé d'y croire, en fait, ça fonctionne. Ça reste mon avis personnel. Et puis, jusqu'à preuve du contraire, ça se trouve, un jour, je changerai d'avis. Un jour, j'ai eu les coronas. Je suis curieux quand même. Un jour, j'ai eu les coronas de démissionner grâce à l'horoscope. On en a déjà parlé dans le podcast. Ah ouais. Bah justement, sur le déterminisme. Désolée, je me répète. Justement, tu vas lire un truc et en fait, tu vas dire ah oui, mais en fait, c'est parce que. C'est le jour J. En gros, tu y vois ce que tu as envie d'y voir et donc du coup, tu vas provoquer des actions. En fait, l'action vient de toi, elle vient pas des planètes, elle vient de ton interprétation de l'astrologie. Mais pas par exemple, pour mon signe Gémeaux, je pense que je suis vraiment une vraie Gémeaux, tu vois. Ouais, non, mais ça, par contre, de visage, de caractère, de personnalité. Le peu que j'en sais, c'est des fois, c'est troublant. C'est vrai. Bah ouais, en tout cas, c'est un peu comme les maisons de Poudlard et tout ça, quoi. Il y a vraiment des trucs qui correspondent à nos tempéraments. Mais moi, je suis de l'avis de Jérémy. En fait, le jour où t'as démissionné, t'aurais très bien pu voir une affiche avec marqué quand on veut, on peut. Enfin, tu vois, des trucs que t'aurais aussi interprété dans ce sens-là et qui t'auraient poussé à faire cette action. Carrément. Mais ouais, ce jour-là, dans l'ascenseur, c'était... Barack Obama. Ce jour-là, c'est dans l'ascenseur, c'était l'horoscope. Je le lisais chaque matin avant d'aller au bureau. Je fais, qu'est-ce qui va m'attendre ce matin? Mais finalement, peu importe, parce qu'au final, ça t'a donné la force nécessaire, tu vois. C'est ça. Donc, ouais, c'est assez fou quand même, comme une simple... C'est écrit par quelqu'un qui est payé sûrement à la... Comment on appelle ça? À la pige, c'est ça? Ouais. Homo. Il s'est dit bon allez, aujourd'hui c'est le jour J pour faire des actions déterminantes dans ta vie. Il a écrit ça, il avait pas d'autre idée et moi je vais ouais, c'est un signe, je dois démissionner aujourd'hui. Surtout maintenant avec l'intelligence artificielle, t'appuies sur un bouton, ça te fait l'astrologie de toute l'année. Bon, en tout cas, Harry et Ron, ils vont moins rigoler à cause de la divination parce que chacun doit, à l'aide d'un graphique circulaire, déterminer la position des planètes au moment de leur naissance à l'aide de consultations des éphémérides et des calculs d'angles compliqués. Alors pour moi, éphéméride, c'était le jour à fêter Sainte Marina, Saint Jérémy, etc. Oui. Sur Météo France. Et non, l'éphéméride astronomique désigne a priori une table journalière de position de corps célestes mobiles, ceux du système solaire, donc des planètes.
ainsi que des phénomènes astronomiques ayant eu lieu ce jour, tels que des éclipses. On comprend qu'il rigole moins parce qu'on pige rien à l'astrologie. Non, mais c'est intéressant parce que du coup, c'est vraiment le mystique qui rencontre la science, en fait. Oui, parce que là, c'est l'astronomie en plus. Oui. C'est plus de l'astrologie, enfin, ça mélange les deux, en fait. C'est pour ça que je dis... la divination, c'est les deux. Parce que quand ce sera Firenze, ce sera bien la science des étoiles. C'est ça. Puis rien que là, ils étudient le mouvement des planètes pour essayer de déceler des présages. Donc oui, ça mélange. C'est la science qui rencontre un peu le spirituel, la superstition. Je sais pas trop comment dire. C'est pour ça, moi je dis, en gros, je plaisante, mais je dis pas grand chose parce que je sais ça existe vraiment, tu vois, cette science-là, et j'y connais rien. Et ça se trouve, il y a des trucs passionnants. Alors après, ça reste de l'interprétation. Je pense que voilà, on est sur de la subjectivité quand même humaine. D'ailleurs, c'est intéressant, mais même dans Harry Potter, c'est évoqué ça. C'est-à-dire que les centaures, pour eux, la divination sorcière, la divination humaine, elle est ridicule parce qu'en fait, les humains sont limités par leur vision d'humain, en fait. Donc voilà, ça reste sujet à subjectivité, justement, mais ça reste une science quand même. Donc je pense qu'il y a des trucs passionnants. Et plus j'y réfléchis, plus je me dis que Rowling, à mon avis, elle s'y est intéressée, en tout cas. Elle n'a pas écrit que ça comme ça. Je sais pas, parce qu'après, tu vas voir, selon les déductions d'Harry, il a 2 Neptunes. Oui. Et avec une super imitation de Trelawney, Ron lui explique: quand 2 Neptunes apparaissent dans le ciel, c'est le signe qu'un nain à lunettes est en train de naître, mon pauvre garçon. Attends, tu vas le garder jusqu'au bout. Après, il n'y aura plus Trelawney. Ouais. Non, mais déjà, moi, il n'y a pas de là que j'ai dans mon esprit, c'est pas Trelawney. Oui, mais là, attends, c'est Ron qui imite Trelawney. Ah oui. Donc, ça peut marcher. Ça peut marcher, on va dire ça. Alors, ça fait éclater de rire Simus et Dean au moment où Lavande pousse des cris surexcités. Apparemment, elle a trouvé une planète bizarre. Enfin, pas si bizarre que ça, puisque Trelawney lui dit que c'est la Lune. Et là, Ron sort une blague pleine de subtilité. Est-ce que je peux voir ta Lune, Lavande ? Bon, on va voir plus tard que finalement, ça n'a pas freiné Lavande pour lui montrer. Et c'est peut-être... Oui, c'est pardon. vrai. Non, je te coupe, mais c'est fou qu'elle ait mis cette phrase. Je sais pas comment c'était en anglais, tu vois, mais je me suis dit, pétard, pour des enfants, quoi. Je l'ai en anglais. Et je peux vous dire, c'est tellement mieux en anglais. Par contre, j'avais jamais capté, Marina, que c'est vrai que c'est prémonitoire parce que... Bah oui. Ça, c'est marrant. Non, en anglais, c'est tellement bien. Ménard, c'est cool, la lune et tout. Mais en anglais, c'est même plus explicite que ça. Parce que on parle pas de la lune, mais d'Uranus. Et du coup, Ron, il lui dit « Can I have a look at Uranus ?» At your anus. En gros, il dit « Est-ce que je peux voir ton anus ?» C'est pire en anglais, en fait. C'est pire. Can I have a look at Uranus? Vous êtes choqués, hein? Bah grave. Mais j'avais pas capté ça quand j'avais lu à l'époque. Ça marche tellement mieux en anglais. Ça marche mieux, mais c'est pire encore. Ouais. Ça marche trop bien. Surtout que vraiment, quand tu le dis, Can I have a look at Uranus? Enfin, c'est vraiment, il y a aucune différence. Tu vois, si tu le vois écrit, tu comprends que c'est pas ce que t'es en train de dire, quoi. Il a dû se creuser la tête quand même, Jean-François, pour trouver un genre d'équivalent. La lune, c'est un peu plus enfin, pas subtil, mais mignon. C'est plus mignon, ouais, c'est ça. Ça va. Alors que Ron, il y va pas de main morte, en vrai. En tout cas, c'est peut-être à cause de cette blague digne d'un tonton bourré à Noël que toute la classe se retrouve avec un devoir difficile qui va leur prendre tout le week-end. Alors qu'ils partent dîner, Hermione les rejoint et elle est presque jalouse de leur devoir. Le professeur Vector a osé ne pas leur donner de devoirs. Terrible. Comme si Hermione attendait qu'on lui donne des devoirs pour lire des livres et tout. Alors qu'ils font la queue pour entrer dans la grande salle, les 3 amis se font interpeller par Malfoy, Crabbe et Goyle, qui leur montrent un exemplaire de la Gazette du Sorcier. Alors, l'article est titré « Nouvelle bévue au ministère de la magie ». Est-ce que je le fais avec l'accent bourguignon ? Non, je plaisante. Non. Il semble que les ennuis du ministère de la magie soient loin d'être terminés, écrit notre envoyé spécial, Rita Skeeter. Récemment montré du doigt pour l'insuffisance de son service d'ordre lors de la Coupe du Monde de Quidditch et toujours incapable de donner la moindre explication concernant la disparition
de l'une de ses sorcières, le ministère se voit à nouveau plongé dans l'embarras à la suite des fantaisies d'Arnold Weasley, du service des détournements de l'artisanat moldu. C'est un peu comme Percy, quoi. Barty Croupton l'appelle pas Percy. Il connaît même pas son vrai prénom, quoi. Et ce qui fait mal, c'est qu'elle rappelle Arnold Weasley, qui fut poursuivi il y a 2 ans pour possession d'une voiture volante, s'est trouvé impliqué hier dans un incident qui l'a opposé à des représentants de l'ordre moldu, appelés gendarmes, à propos de poubelles particulièrement agressives. Il semblerait que M. Weasley se soit précipité au secours de Maugret, Folleuil, entre parenthèses, entre guillemets, un ex-aurore d'un âge avancé, qui fut mis à la retraite par le ministère lorsqu'il apparut qu'il était incapable de faire la différence entre une poignée de main et une tentative de meurtre. Comme on pouvait s'y attendre, en arrivant devant la maison transformée en camp retranché de M. Maugret, M. Weasley fut bien obligé de constater que l'ancienne Aurore avait une fois plus déclenché une fausse alerte. Avant de pouvoir échapper aux gendarmes, M. Weasley s'est vu contraint de lancer plusieurs sortilèges d'amnésie afin de modifier la mémoire des témoins. Il a cependant refusé de répondre aux questions de la Gazette qui souhaitait lui demander pourquoi il avait cru bon d'impliquer le ministère de la Magie dans cette bouffonnerie peu digne d'un des représentants et dont les conséquences pourraient se révéler fort embarrassantes. Bouffonnerie. L'article est illustré en plus d'une photo des parents de Ron devant le terrier. Évidemment, Malfoy, comme à son habitude, ne peut s'empêcher de faire un commentaire grossophobe sur Madame Weasley. Harry intervient pour prendre la défense de la famille de Ron, mais Malfoy en profite pour demander si Madame Weasley ressemble vraiment à un cochonnet ou si c'est la photo qui fait ça, étant donné qu'il est allé passer l'été chez eux. Très fin, Drago Malfoy, hein, comme à son habitude. Il aime le physique, attaquer sur le physique. Bah ouais, il le fait avec Hermione. Ouais. C'est très gratuit, lui, toujours. Hein. Ah oui. En plus, s'attaquer aux parents, enfin, c'est... Bah surtout, vu comment il va réagir derrière. Oui. Ouais, non mais c'est ça. Hermione et Harry empêchent Ron de se jeter sur Malfoy. Harry frappe du coup aussi bas que Malfoy en lui demandant si sa mère avait l'air d'avoir une bouse de dragon sous le nez en permanence ou si c'était seulement la présence de son fils. La répartie d'Harry, assez cool. Et là, on voit que Malfoy aime insulter la maman des autres, mais l'inverse n'est pas vrai. D'un coup, quand on insulte sa maman, c'est beaucoup moins drôle. Ouais. On a une scène comme ça dans le Prince de Sang-Mêlé, si je dis pas de bêtises, sur le chemin de traverse. Malfoy, il est avec sa mère en train d'essayer une robe de sorcier chez Madame Guipure. Oui. Et du coup, Harry, Ron et Hermione, il commence à y avoir une joute verbale et Harry, je crois qu'il s'en prend aussi à Narcissa, à la mère de Drago, et tout de suite, il prend la mouche, tu vois, genre t'attaques pas ma mère, Potter, alors qu'il arrête pas de le faire chez les autres. Mais voilà. Ah oui, il n'y a pas bien de jugeote. Non. Par contre, j'ai l'impression qu'il est plus protecteur envers sa mère qu'envers son père. Ouais, je sais pas. J'imagine pas vraiment avoir une relation, une vraie relation avec son père. Il le craint peut-être un peu. Ouais, je pense. Je pense qu'il est très maman, pas beaucoup papa. Je pense que sa mère, pour le coup, est plus protectrice envers Drago que son père. Surprotectrice même, c'est ça le truc. Ouais, c'est une mère poule. Hein. Ouais. Un bang se fait entendre ainsi que des cris. Harry sent quelque chose de brûlant lui frôler la joue. Il n'a même pas le temps de prendre sa baguette qu'un second bang se fait entendre et il entend « Pas de ça, mon bonhomme !» Tu vois, la voix trilonnée, ça m'aurait pas choqué sur le Maugret Folleuil, tu vois. Donc je pense que tu peux switcher, tu vois. Si t'aimes bien pas de ça, mon bonhomme. Non, je crois que j'aime pas ça. C'est mes racines bourguignonnes qui remontent ce soir, je sais pas pourquoi. C'est dément. C'est Maugret qui a sorti sa baguette et qui la pointe en direction d'une fouine. Et cette fouine se trouve à l'endroit précis où était Malfoy plus tôt. Tout le monde est figé dans le silence. Alors que Crabbe essaye de ramasser la fouine, Maugret lui crie de la laisser. Alors qu'il s'avance vers eux, la fouine couine et essaye de s'enfuir vers les sous-sols du château. Alors que Maugret pointe à nouveau sa baguette sur la bête, elle fait un bond de 3 mètres et retombe sur le sol dans un bruit sourd et s'élève à nouveau dans les airs. Alors c'est fou, il aurait fait ça sur Malfoy sans transformation, j'aurais pas eu pitié. Mais vu que c'est une fouine, j'ai pitié. C'est grave, non? Plus les animaux que Malfoy. Oui, ça pose une question éthique, c'est-à-dire que est-ce que c'est que Drago ou est-ce que ça va venir.
En fait, c'est la punition que Maugrey inflige envers Malfoy pour avoir attaqué Harry par derrière. Il ne supporte pas ça. Alors qu'il continue de s'acharner sur la fouine, le professeur McGonagall arrive scandalisé et lui demande ce qu'il fait. Selon lui, il enseigne. Et là, McGonagall réalise que c'est un élève. Elle fait alors apparaître son Malfoy. La métamorphose ne doit jamais servir de punition. À Poudlard, il donne des retenues, ou encore il discute avec le responsable de maison de l'élève en faute. Alors que Maugrey semble résigné, il entend Malfoy prononcer « Mon père », ce qui ravive la colère de l'ancienne Aurore. « Dis à ton père que Maugrey surveille de près son fils. Après tout, il connaît bien Malfoy, père. » Et puis, c'est Rogue le responsable de sa maison. Lui aussi, il le connaît bien. Il prend Malfoy par le bras et s'en va en direction du sous-sol. Une fois installé à la table des Gryffondors, Ron demande à Harry et Hermione de ne pas lui parler. Oui, en effet, il veut prendre un moment pour graver à tout jamais cette scène dans sa mémoire. Malfoy, l'extraordinaire fouine rebondissante. Mais vous en pensez quoi de la punition de Maugrey ? Est-ce que ça prête à rire ou pas ? Parce que ça reste quand même un élève, un mineur. C'est une transformation physique et même une punition qui est physique. C'est de la maltraitance finalement. Animale, mais aussi finalement humaine. Oui, mais en même temps, comment dire, vu qu'on n'aime pas Malfoy, tu vois, on le tolère, on va dire. Et ça fait un petit peu, comment dire, ça fait un petit peu justice vis-à-vis de quand Rogue il s'acharne sur Harry, tu vois. Alors, c'est pas physique quand il s'acharne sur Harry, mais tu vois, je sais pas, il y a un petit côté revanchard comme ça qui fait du bien, je trouve. Ouais, surtout que Malfoy, c'est pas souvent qu'il se prend des raclées comme ça. Non, c'est vrai. Mais à chaque fois qu'il s'en prend, il s'en prend sévère. Hein. Parce que Harry, quand il lui lance un Sectus Empra... Ouais, là, c'est autre chose, mais... Ouais. Puis il se prend une belle claque par Hermione. Hein, par Hermione, ouais, limite claque, coup de poing. Et je pense qu'en fait, il le mérite. Hein. Enfin, ce qu'il prend, il le mérite, même si c'est pas très éthique de la part d'un prof. Mais justement, moi, ça me fait pas éthique d'une manière générale. La violence n'arrête pas la violence, oui, rappelons-le. C'est sûr, mais j'en veux pas à Hermione, par exemple. mais là, par contre, ça me pose un peu plus question parce que c'est pas un prof. C'est un mange-mort. Finalement, oui. C'est parti junior. Et c'est là où on peut se demander pourquoi, en fait. Parce qu'on a l'impression que c'est un prof, on a l'impression que c'est Maugrey Follock qui a aussi entendu son nom et que oui, effectivement, il aime pas qu'on attaque par derrière. Sauf que non, c'est parti junior, un mange-mort. Et moi, je me suis demandé, je pense que ce qui le dérange le plus, c'est le fait que ça soit un Malfoy, en fait. Et je me demande s'il se venge pas sur Drago parce qu'il a... Ah si, c'est sûr. Il n'aime pas Lucius Malfoy. Il a vu ce que Lucius a fait à la Coupe du Monde. Tu vois, c'est pour ça qu'il a voulu il a fait la marque des ténèbres aussi en réaction par rapport à ça. Et je pense qu'il a indirectement, il se venge en fait de son père. Vengeance personnelle. Ouais. Et d'ailleurs, quand Maugrey il dit je connais bien ton père et je connais bien Rogue, en fait, même Barty il pourrait dire ça, tu vois. Mais oui, c'est Barty qui parle. Il y a une double lecture en fait. C'est ça qui est génial, c'est que c'est Barty qui parle et on s'en rend pas compte. Et même à la fin du chapitre, on va voir, il y aura une double lecture par rapport à ce que disent les Weasley et les Jordan aussi. Ouais. Mais c'est passionnant de le voir de le relire quand on connaît la vérité. Ouais. Et donc, effectivement, c'est pas bien de faire ça. Mais en même temps, quand tu sais que c'est un mange-mort qui le fait, bon. En fait, t'as une double réaction, je pense. Enfin, moi, perso, je pense que la première fois que j'ai lu, j'étais jeune et j'avais l'âge des personnages. Donc, ça m'a fait rire parce que après, en tant qu'adulte, tu fais Enfin, c'est quand même des mineurs. C'est un châtiment corporel. Des élèves. Voilà. C'est pas parce que t'es harceleur que tu dois être harcelé à ton tour, en fait. Oui. Désolée, je plombe l'ambiance. Non, mais oui. En fait, tu peux avoir deux réactions. La réaction quand t'es mineur toi-même en lisant, et après, une fois adulte, prendre du recul sur ce qui se passe et dire en plus, c'est un prof envers un élève, et en plus, ce prof, c'est pas vraiment un prof, c'est un mange-mort qui adore torturer les gens. Et là, il torture un élève pour se venger de ce qu'a fait le père de cet élève. En fait, c'est pas bien. Un prof ne devrait. En fait, ça fait penser à Rogue. Hein. En fait, ça prouve que Rogue, je suis désolée, mais c'est un asshole. Hein. En fait, Rogue, il fait du harcèlement moral. Ouais. Un prof ne devrait jamais faire ça. Mais là, en fait, c'est même pas un prof. En fait, c'est juste ça que je disais, quoi. C'est pas un prof, c'est un mange-mort. Alors que les mange-morts, ils font bien pire, mais effectivement. La réaction morale, c'est McGonagall qui l'a. En fait. Oui, voilà, c'est ça. Mais quand tu disais que
comment dire, que quand on relit et qu'on sait que c'est un mange-mort, ça explique tous ses comportements un peu déviants. Ouais. Mais à contrario, il est aussi hyper sympa des fois pendant ce tome-là, notamment quand il parle à Neville, tout ça, et tu te dis, là, il a eu la compassion et il a eu, enfin, je sais pas comment il a su comment il est arrivé à, tu vois, enfin, il est fort, quoi. Franchement, il est fort. Et surtout psychotique, je pense. Bah, on l'avait dit déjà, mais c'est une masterclass de Barty Croupton Jr., hein, tout ce tome 4. C'est un génie du mal. C'est un génie. Enfin, vraiment, parce que effectivement, peut-être que Maugrey Folleuil n'est pas le personnage le plus difficile à imiter pour lui, parce que c'est un bourru, parce qu'il connaît les forces du mal, etc. Oui, il a beaucoup de caractéristiques un peu caricaturales. Mais il a aussi une humanité qui retranscrit en fait dans le tome 4. Enfin, il y arrive, effectivement, il a de l'affection pour Neville, etc. Il a de l'affection pour... Enfin, en tout cas, il feint de façon excellente l'affection. Et c'est pas donné à tous les mange-morts, je crois que justement, sauf erreur de ma part, le fait d'arriver à imiter les sentiments, c'est une caractéristique des psychopathes. Parce qu'ils ne ressentent pas les émotions, mais en fait, ils font semblant de les ressentir. Il les imite, en fait. Il les imite, il est dans l'imitation. C'est ça. Ouais, ça se colle. Ils deviennent amis avec leurs victimes. C'est bien que quand on va découvrir le vrai Maugrey Folleuil, eh ben, il donne pas une impression très différente de celui-là qu'on a connu dans le tome 4. Et limite, il est moins sympa, quoi. Oui, et c'est là qu'on se dit, mais c'est pour ça que, oui, certainement psychopathe, hein, Barty Croupton Jr., mais pas moins génie quand même de pas s'être fait avoir pendant 1 an quasiment sous polynectar. Hein. Du coup, Hermione, elle pense quand même comme moi, elle pense que ce qu'a fait Maugrey, c'est quand même dangereux, il aurait pu lui faire mal. Heureusement que McGonagall a pu intervenir. Attends, je voulais juste dire un truc, désolé, juste pour finir sur la scène de la fouine par rapport au film. Parce que non, mais ça m'a intéressé les choix qu'ils ont fait, parce que la scène, elle est trop bien dans le film, dans la cour extérieure et tout, j'aime beaucoup cette scène. Et je trouve ça intéressant, par exemple, ce que dit Ron juste avant, là, il dit qu'il veut graver ce souvenir à jamais. Ça, ils l'ont gardé, mais ils l'ont déplacé justement dans la scène où Ron, il danse avec McGonagall. Ah oui. Et en fait, c'est pas Ron qui le dit, c'est Harry. Il fait rappelez-moi de me souvenir cette scène à jamais. Et je pense que la réplique a plu, mais ils l'ont juste déplacée. Ah, tu sais que tu peux la visiter, cette cour-là, où ils ont tourné cette scène. C'est à Oxford, je crois. Ouais, c'est à Oxford. Ouais, totalement. Et en plus, on peut payer son nom. Alors, c'est payant, mais on peut payer la visite. Et effectivement, la cour est compris dans la visite. Ouais. J'aimerais bien le faire, je l'ai jamais fait. Hermione mange à toute vitesse. Il faut encore qu'elle retourne à la bibliothèque pour autre chose que du travail scolaire. Une fois parti, Fred s'assoit à sa place. Fred leur demande comment il trouve Maugrey. George, qui vient de rejoindre ses frères, répond qu'il le trouve mieux que bien. Même super bien, renchérit Lee Jordan, qui les rejoint également. Il venait de l'avoir en cours dans l'après-midi et il n'avait jamais eu un cours comme ça. Ce type-là sait, dit Lee Jordan. Il sait vraiment combattre les forces du mal. Il a vraiment vu ce que c'était. Et s'il savait à quel point il a raison, enfin à un point près, Maugrey ne les avait pas combattus, bien au contraire. Et c'est terminé du coup pour ce chapitre Maugrey Folleuil. Merci Caro de nous avoir accompagnés. Avec plaisir. Tu es toujours avec nous, donc c'est bon. Tu n'as pas quitté, la grande salle. C'est bien. Merci Hermione. Merci. Hermione. T'as vraiment dit premier degré? C'est le lapsus révélateur. Je me suis retourné vers toi et je t'ai appelé Hermione. Truc de... Je dis pourquoi il m'appelle comme ça. Merci Marina. Merci Jérémy. Je suis déçu, t'aurais pu m'appeler, je sais pas, un nom stylé, mais c'est pas grave. Merci Scout. Scout, ah oui. Alors, moi, je t'inspire un Scout, ça pétard. Ok, tout va bien. Il est temps de sélectionner le personnage qui nous a le plus marqué dans ce chapitre, que ça soit en bien ou en mal. Est-ce qu'il y a un personnage, Caro, qui te marque plus que les autres dans ce chapitre? Maugrey, clairement. C'est pas original, mais c'est vraiment un personnage fascinant, quoi.
Non, mais ouais, c'est clair, c'est clair. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que du coup, le titre du chapitre porte son nom, mais il n'apparaît qu'à la fin, en fait. Ouais, c'est fou. Hein. C'est bien que... En fait, c'est pour introduire, vu que le chapitre d'après, c'est les sortilèges impardonnables, je pense que c'est pour introduire la personnalité complètement barrée, plus l'intervention des jumeaux, tu sais, ça fait un peu monter la sauce. Ouais. Pour le chapitre d'après, quoi. Ouais, le cours, il était vraiment trop bien et tout. Ouais. J'ai jamais eu un cours comme ça. Ouais. En fait, il y a deux teasings. Il y a le teasing du chapitre qu'on a précédent, où il arrive dans la grande salle, où voilà, on le découvre et c'est assez monstrueux, fascinant. Et là, on a un chapitre qui porte son nom, mais en fait, ça nous fait que teaser encore parce qu'on n'en a qu'un aperçu, même si on le voit interagir pour la première fois et faire un truc de dingue, transformer Malfoy en fouine. Et après, effectivement, ça sera son cours, mais du coup... Et t'as aussi l'article qui parle de lui, comme quoi il est complètement parano et tout ça. Oui. C'est vrai. Ouais, il y a l'article et tout. Ouais. C'est un personnage qui est doublement introduit, même triplement, enfin voilà. Et en plus, en double lecture, comme on l'a dit. Parce que en même temps, une fois qu'on relit comme on l'a dit précédemment, je répète un peu, désolée, mais quand on relit le livre, une fois que l'on sait la vérité sur la double identité de Maugrey Folleuil en Barty Croughton Junior, finalement, on lit l'article autrement, les commentaires de Maugrey envers Malfoy autrement, et aussi les commentaires des élèves sur c'est fou, on n'a jamais eu un cours comme ça sur les forces du mal. Bah ouais, parce qu'en fait, il est les forces du mal, enfin, il en fait partie, donc du coup, c'est sûr que c'est pas vraiment des défenses contre les forces du mal qui va donner, en fait, c'est comment prodiguer les forces du mal. Bah, pas tellement, en fait. Hein. Bah, les sortilèges impardonnables, je suis désolée, mais à quel moment ils doivent les apprendre ? Il va pas leur apprendre à jeter les sorts, il va apprendre à s'en défendre. Par exemple, avec l'Impero, en fait, tout le cours, ça va être je vais vous lancer l'Imperium et il faut que vous y résistiez. Après, il n'a pas le droit de faire ça. Ouais. Il n'a pas le droit de s'y mettre. Ouais. Bah, non, mais tu vois ce que je veux dire. Enfin, du coup, il leur apprend pas les forces du mal quand même, mais par contre, il les utilise vraiment pendant son cours, ce qui est quelque chose de très nouveau. Lupin, il était plus axé créature fantastique. Et puis bon, bah les autres, ils étaient un peu OSEF. C'est interdit de lancer des sortilèges impardonnables. Bah, je crois que Dumbledore l'autorise. Hein. C'est quand même un des cours les plus utiles qu'ils aient eu, quand même. Oui, et oui. Franchement, en fait, avec ceux de Lupin, quoi. Ouais, c'est ça. C'est que Lupin, ça reste le meilleur prof, mais en fait, pour moi, je vois un peu ça comme les cours de Maugrey / Barty. C'est un peu les cours de Lupin, mais en mode extrême, quoi. Ouais. C'est un peu ça. Mais, libre, quoi. Mais c'est le même principe. C'est genre, en fait, mettez vos livres de côté, prenez votre baguette et vous allez voir ce que c'est en fait de se défendre contre les forces du mal. Vous êtes des serpentards dans cet épisode. Non, moi, je suis vraiment une Hermione pour le coup. Qui est pas bien ce qu'il me fait, Maugrey Folleuil. Non, mais c'est vrai. Genre, qu'est-ce qu'il y a de plus qui évoque plus la défense contre les forces du mal, de te jeter un sortilège de magie noire et d'essayer d'y résister et de se défendre. Ouais, mais c'est comme dans la vraie vie. Attends, je vais te torturer et tu vas essayer de combattre la torture. Bah c'est ça, la cour de self-défense. C'est pas bien qu'il fasse ça. McGonagall, d'ailleurs, il le rattrape pas, il le ramène pas. Il se fait pas prendre un petit peu des tacles par Dumbledore et McGonagall d'avoir fait ça, non? Maugrey? En fait, a priori, quand même, Dumbledore lui a donné l'autorisation. Là, il n'a pas l'autorisation de changer Malfoy en fouine. Non, mais pour le cours, quoi. Pour le cours, oui. Ouais, pour moi, il a... Oui. Ah ouais, Mais et en même temps, je vois bien Dumbledore accepter ce truc-là. Bah ouais, parce que c'est... La défense contre les forces du mal, c'est important pour Dumbledore. Il sait que les forces du mal reviendront. Il faut que les élèves y soient préparés. Enfin, c'est tout le truc, c'est que c'est un mec horrible, Barty Junior, mais ça reste un des meilleurs profs qu'ils aient jamais eu. Mais c'est ça qui est terrible. Oh, Marina, elle est dépitée. Je suis pas d'accord avec vous. Parce que c'est un méchant mange-mort. Non, mais en fait, toi, t'es plus en mode les forces du mal, ça devrait pas exister et tout, tu vois. Genre, non, mais c'est vrai. Non, mais c'est ça ton truc. La guerre, c'est pas bien, je veux la paix dans le monde. Non, en fait, t'es ombrage. Ah non. Mais quoi, n'importe quoi. Bah, je plaisante. Comme tu m'as imité. Et toi, la justement. Violence, c'est pas bien. J'étais un peu comme ça dans cet épisode, j'avoue. Et ton personnage moi, c'était Maugrey pour changer. Vu la qualité de mon imitation et tout, moi, je vais dire Trelawney, en fait. La Trelawney bourguignonne. C'est ça, la Trelawney bourguignonne.
tu sais que ça va parce que toi-même t'es bourguignonne, mais si t'étais pas bourguignonne, on se prendrait des beuglantes. Je suis bourguignonne et même encore, je viens d'un village bourguignon de 300 habitants. Bon. De 300 âmes. C'est ça. Donc, mes voisins parlaient comme ça. Ils parlent pas comme ça, je les ai vus. Ah si. Non mais attends, parce qu'ils sont morts aujourd'hui, les voisins que j'ai connus qui parlaient comme ça. Je parlais de ceux que j'ai rencontrés. Ah. Enfin bref. Ambiance. Et toi, Jérémy, alors? Alors moi, j'avais choisi Maugrey Folleuil au précédent avec son petit côté rockstar quand il arrive dans la grande salle. Mais du coup, je l'ai pas repris. Mais moi, j'ai choisi Ron pour une fois. Parce que... T'as adoré ses blagues? Uranus. Franchement, il est pas du meilleur goût la plupart du temps. Mais là, quand même, il est bien sassy dans ce chapitre-là. Et puis la blague de... Can I have a look at Uranus? Je suis désolé, mais en anglais, c'est une masterclass. Ouais. Donc Ron, qui m'a bien fait rire, qui m'a bien fait rigoler. Et on l'a pas trop dit, mais il a pas arrêté de tacler Hermione aussi dans la grande salle. Et puis, pour le coup, ces tacles, des fois, c'est complètement déplacé. Et là, c'est en mode, il la regarde en train de manger à toute vitesse. Il est, c'est ça ta nouvelle méthode pour défendre les elfes. Il est pertinent, je trouve, tu vois. Il y a un truc un peu, voilà, je le trouve drôle, quoi. Ok. Et n'empêche que dans ce chapitre, il y a au moins 3 repas à la grande salle, quoi. Ils y sont souvent, quoi. C'est trop bien, ces chapitres-là, moi j'aime bien. Il y en a qui reprochent un peu à la Coupe de Feu ou même à l'Ordre du Phénix que l'histoire va pas assez vite, etc. Moi j'aime bien justement que ça prenne son temps, qu'on voit des cours. Plus dans leur quotidien. On est dans le quotidien. Ouais. Là, on assiste vraiment à la journée de cours du début à la fin. Chose qui est impossible à voir en film, par exemple. Ça serait, pour le coup, je pense, ennuyant pour les spectateurs. Ouais. Mais en livre, c'est trop bien. Ah ouais, moi aussi j'adore. Et justement, en plus, d'autant plus parce que c'est pas dans les films et qu'on a vraiment le temps de vivre leur quotidien avec eux. Moi, ça fait partie des choses qui me réconfortent, ça, tu vois. C'est ces petites ambiances de vie quotidienne. Chapitre cosy, finalement. Oui, parce qu'on peut encore plus s'identifier à eux dans leur quotidien, finalement. Le petit-déj, le déjeuner, le dîner avec ses potes, les conversations sur les cours avec ses potes. Les cours qui s'enchaînent, c'est relou. C'est ça. Et dedans, c'est ça. Non, mais c'est vrai. Elle décrit à fond ce qu'ils mangent. D'ailleurs, ça fait toujours super envie. Ouais. Et J.K. Rowling, elle avait dit un truc là-dessus dans une interview. Enfin, ça date d'il y a longtemps. Hein. Je crois que c'était sur le premier Pottermore. Où elle avait dit qu'elle avait lu un auteur qu'elle aimait bien qui faisait tout le temps des grosses descriptions de nourriture et de banquets. Et qu'elle avait voulu reprendre ça parce que c'est vrai qu'à chaque fois, moi, ça me met l'eau à la bouche, quoi, tu vois, tout ce qu'ils décrivent. Je crois qu'il y a Gastronomique qui va sortir ou qui a sorti un livre de recettes sur Harry Potter. Les deux, il n'a pas les droits, donc c'est recettes. Il l'a appelé autrement, ouais. Il en a déjà sorti un, il me semble, et puis là, il a un je crois qu'il y a un livre officiel, on a vu sur Cultura, je crois. Ils en ont certainement sorti. Oui, je crois qu'il y en a, ouais. Mais bon, c'est plus la bière au beurre, les machins, tu vois, c'est plus les trucs emblématiques qu'il y a dedans. C'est pas les côtes d'agneau que Ron il mange à toute vitesse. Eh bien, je crois qu'il est temps de donner la parole à nos auditeurs et auditrices, si vous le voulez bien. Et du coup, je vous invite à partir de la grande salle et à se diriger vers la volière. On écoute le premier hibou sonore qu'on a reçu et qu'on a sélectionné sur cet épisode et qui nous a été envoyé par Lou. Bonjour Marina et Jérémy, je réécoutais le podcast et l'épisode sur l'étymologie et c'est vrai que J.K. Rowling donne beaucoup d'informations sur les personnages, sur leur caractère, leur animagus et patronus, par exemple Sirius Black, Remus Lupin. Et il y a eu un moment où vous avez parlé d'Albus Dumbledore et que son nom signifie en vieux anglais bourdon. Et je me suis dit, hey, et si son patronus et son animagus, c'était un bourdon, justement? Je sais pas, je trouve que l'idée est drôle et ça lui va tellement bien. Et ça me fait penser à un personnage qui avait comme patronus une souris et que tout le monde se moquait de lui et que pourtant il a botté les fesses d'un super mage noir qui avait balancé des détraqueurs dans son village. Comme quoi. Voilà, c'est tout pour moi. Une bise virtuelle d'une escargot de Bourgogne. Merci Lou.
Du coup, tu vois, elle a pas ton accent. Mais non, mais j'ai pas dit que tous les Bourguignons avaient cet accent. Mais oui, ça m'a fait rire du coup. Mais c'est fou dans cet épisode. Mais oui, c'est fou. Dans les campagnes en Bourgogne, les personnes qui sont plutôt très âgées, tu peux retrouver des personnes âgées avec cet accent. Mais voilà. Mais... C'est un accent un peu paysan, quoi. Paysan, c'est ça, oui. Pas qu'en Bourgogne d'ailleurs. On roule les R, on appuie bien sur les O. En tout cas, merci Lou. On a pu entendre la voix d'un escargot de Bourgogne. Je sais pas si tu l'avais celle-là, Marina. Mais merci pour ta question. Alors, est-ce que l'animagus / Patronus de Dumbledore, ça serait pas une abeille? Alors moi, j'aime bien cette théorie. Je la trouve cool. Après, je sais pas ce que vous en pensez, mais malheureusement, je vais un peu éteindre les espoirs de ceux qui trouveraient cette théorie trop bien. Xenophilius Lovegood va le dire dans le chapitre 20 des Reliques de la Mort. Que le Patronus de Dumbledore c'est un phénix. Alors après on pourrait en douter ou quoi, parce que Xenophilius Lovegood c'est un peu comme Rita Skeeter, on peut toujours un peu douter de ce qu'il dit. Et en tout cas dans le chapitre 20 du livre 7, en fait ça vient simplement confirmer au trio que la biche qu'ils ont aperçue dans la forêt, c'est pas le Patronus de Dumbledore qui serait en fait pas mort et tout, donc ils se disent ok, c'était vraiment pas son Patronus. Et on pouvait le deviner aussi dès ce tome-là, en fait, dès le tome 4, parce que Dumbledore, il va utiliser plus tard un Patronus pour contacter Hagrid lorsque Croupton Senior réapparaît à Poudlard où il a une crise de folie parce qu'il se libère de l'Imperium. Et quand Dumbledore utilise le Patronus, Harry, il voit, je cite, un oiseau fantomatique. Donc l'un dans l'autre, Xenophilius qui le dit et Harry qui voit un oiseau, on peut en tirer la conclusion quand même que officiellement le Patronus de Dumbledore, c'est un phénix. Par contre, j'ai pas trouvé, je sais pas si c'est un animagus Dumbledore. Non. Moi, j'ai fait des recherches, du coup. Enfin, des petites recherches. Et j'ai vu que J.K. Rowling, sur Pottermore, elle avait confirmé que c'était bien un phénix. Ouais, en plus, elle l'a confirmé. Voilà. Et que, il y a aucun endroit où ils disent que c'est un animagi, mais par contre, il est très fort en métamorphose, donc je pense qu'il peut se transformer en n'importe qui, et qu'il a même la capacité de se rendre invisible. Ouais, il se rend invisible dès le tome 1 d'ailleurs. Il dit à Harry, j'ai pas besoin d'une cape pour être invisible. Mais et puis un bourdon, c'est mignon, mais franchement, ça a pas la prestance de Dumbledore, tu vois. Ouais, c'est vrai que Phoenix, c'est un peu plus la classe, quoi. Bah ouais, ça fait plus penser à Rita Skeeter et c'est une mouche ou une guêpe ou je sais plus quoi, tu vois. Scarabée. Ouais. Et ça me refait penser, parce que comme on n'est pas sûr si c'est un animagus ou pas, ça me refait penser à cette question qu'on sait déjà et qu'on se pose parfois dans la fréquence. On ne sait pas si c'est possible d'avoir un Patronus et un animagus différents. En tout cas, on n'a pas de contre-exemple dans la saga. À chaque fois qu'on connaît un personnage et qu'on connaît... il n'y a pas beaucoup de personnages animagus, mais on sait que les personnages animagus qu'on connaît, quand on connaît leur Patronus, à chaque fois, c'est la même chose. Donc, si Dumbledore est un animagus, potentiellement, c'est un phénix, mais ça pourrait, en tout cas, il n'y a rien qui interdit d'avoir un animagus différent. Même si après, il y a une certaine logique, tu vois, c'est un peu leur animal totem. Ouais, il y aurait une logique à ça. Nous passons au hibou sonore de Sheya. Salut la fréquence, moi c'est Sheya, je vous écoute depuis Montréal au Canada. Je voulais vous envoyer un message aujourd'hui parce que j'aurais voulu avoir votre opinion sur la nouvelle série Harry Potter qui est en prévision. Je voulais savoir si vous étiez hype ou si, comme moi, vous étiez un peu réticent à l'idée de voir de nouvelles têtes sur nos personnages préférés. Je voulais aussi vous remercier pour tous les podcasts. Je vais vous attendre avec impatience chaque semaine et j'espère que vous allez vraiment finir les 7 livres. Merci beaucoup. Bonne journée. Bye. Merci Sheya pour ton hibou. On en avait déjà parlé, je suis plus dans l'émission, dans un after show sur la série. Moi, personnellement, je suis un peu réticente parce que je pense qu'il est trop tôt pour en faire une nouvelle série. Parce que les acteurs et actrices des premiers films sont encore bien ancrés dans la culture populaire. Et après, je pense aussi que, vu mon âge, ma génération n'est peut-être pas la cible pour la nouvelle série aussi. Je pense qu'elle va être remodelée pour les nouvelles générations et peut-être que, dans mon cœur, j'ai un peu trop les premiers films. Mais par contre, là, j'ai un peu la hype, même beaucoup,
pour le documentaire produit par Daniel Radcliffe, qui rend hommage au cascadeur qui l'a doublé en fait durant les films, qui a fini tétraplégique suite à une mauvaise chute lors du 7e film, si je me trompe pas. Ça va parler donc de ce qui l'a rendu tétraplégique, mais aussi tout son chemin de vie qu'il a pu faire suite à cette tragédie, et finalement comment il revit suite à cet accident. Et aussi, je pense qu'on va avoir un pan de son amitié avec Daniel Radcliffe. Et ça, pour le coup... ça, c'est des trucs qui te plaisent plus qu'une nouvelle série en soi. Ouais. Bah, en fait, ça reste dans le monde d'Harry Potter parce qu'on va voir les coulisses aussi. C'est la franchise qui va nous permettre aussi... c'est la popularité de Daniel Radcliffe encore présente qui va nous permettre de connaître un parcours de vie extraordinaire, en fait. Et ça, j'ai vraiment hâte... Et en même temps, c'est dans Harry Potter parce que c'est le nom du chapitre 1, The Boy Who Lived, ou chapitre 2. Non, chapitre 1. Ouais, The Boy Who Lived. Chapitre 1 du premier tome d'Harry Potter. Donc, je pense que ça va être très émouvant et je pense que ça va nous donner une bonne claque. Et toi, Caro, la série, ça te parle, ça te parle pas? Bah, je suis un peu comme Marina, hein. Je suis un peu réticente de base. Mais parce que ils veulent refaire exactement le même, l'histoire originale quoi des 7 livres. J'aurais préféré qu'ils explorent une autre piste. Je pense à l'enfance des parents, à Poudlard par exemple, ou d'autres. Je crois que la Gazette du Sorcier, ils avaient fait un article où ils disaient toutes les séries possibles qu'ils auraient pu faire dans le monde d'Harry Potter. C'est vrai qu'il y avait tellement à explorer. Ils veulent nous refaire la même chose où tout est encore très frais, même si c'est il y a 20 ans quand même. Hein. Mais c'est vrai que tout est encore très frais. Du coup, bon, après, moi, je me connais. Je pense que s'ils la font, je la regarderai quand même. Hein, mais bon. Au moins pour me faire un avis, tu vois. Parce qu'on a un ami qui est prof. Et en fait, il est prof au collège. Et il nous disait que sur les agendas, sur les trousses et tout, c'est encore Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson. Les films repassent en ce moment à la télé. Encore, en fait... avec ces images du film. Donc, c'était il y a 20 ans, mais c'est ancré encore vachement dans la culture populaire, en fait. C'est vrai. Est-ce qu'il y a des nouveaux codes qui vont un peu nous bousculer, nous, les anciennes générations, avec l'histoire? Est-ce que ça a modifié l'histoire? Je sais pas. Mais ouais, en fait, il y a tellement de fans qui ont fait des fanfictions, des fan-films, tellement travaillés, tellement beaux. Enfin, la Warner aurait pu s'inspirer de ça quand même. Par exemple, l'histoire des fondateurs, l'histoire des maraudeurs que tout le monde veut voir aussi. Il y a tellement de pistes à explorer, beaucoup plus intéressantes que refaire encore les films. Après, la seule chose qui joue en la faveur de cette série, c'est quand même HBO. Oui, je suis d'accord. Qui sont quand même toujours dans la qualité, qui font toujours attention. Bon, du coup, je sais pas. Je pense qu'il faut qu'on attende de voir. De toute façon, pour l'instant, il n'y a rien qui a été... je crois qu'ils ont que le financement. Il n'y a même pas de scénario, il n'y a rien. C'est vraiment à la genèse du projet. Hein. On sait que ça va se faire, a priori. Mais on est au tout début. Il n'y a pas le cast, il n'y a rien, quoi. Après, tu sais, pour Game of Thrones, quand ils ont... la série était un succès. Quand ils ont fait le préquel, tu vois, on était un petit peu réticents, machin. Et finalement, c'est super. Bon. Mais c'était un préquel. Mais oui, c'était pas la même histoire. C'est vrai. Et toi, Jérém? Non, mais je sais plus si je m'étais exprimé en podcast ou sur Twitch, parce que je sais que sur Twitch, j'en ai beaucoup parlé. Twitch.tv/stream934. Non, mais oui, je vous rejoins complètement. Je partage complètement votre avis. Je suis hype quand même, c'est-à-dire que je vais la voir. En fait, je suis content parce que ça va être une nouveauté dans le fandom, tu vois. Tout ce qui fait vivre le fandom, moi, ça me fait plaisir que ça vienne de la Warner ou des fans. Je suis content parce que, en gros, Harry Potter meurt pas, quelque part. Après, je suis aussi d'accord sur le fait que je trouve pas ça très original de réadapter les livres. Je suis pas sûr que ça soit la meilleure des idées. Effectivement, il y a plein d'autres projets à faire en format série, je trouve. Moi, ce que je rêverais de voir, c'est les Maraudeurs. Moi, je suis persuadé qu'il y a une super série à faire sur les Maraudeurs. C'est tellement bien, avec un Voldemort au sommet de sa puissance, la scolarité des Maraudeurs, de leurs amis, le trio amoureux, Rogue, James, Lily, la trahison de Peter. Il y a tellement,
y a un truc à faire. La morsure de Lupin aussi, il y a aussi Lupin, l'enfance de Lupin aussi. Comment ils se rencontrent, leur amitié, comment elle naît. Ouais. Ça, moi, je suis persuadé qu'il y a un truc à faire. Ou même... Il y a eu... Déjà, je pense que c'est le sujet qui a créé le plus de fanfiction aussi. Donc, c'est bien qu'il y ait un potentiel. C'est clair. Et notamment un fanfilm qui était plutôt stylé. Ou tout ce qui est de l'ordre de l'extension de l'univers, voire créer complètement quelque chose de nouveau, comme a essayé de le faire l'Enfant Maudit. Moi, je suis pas du tout l'Enfant Maudit, mais au moins, il y a une tentative de... là, c'était la suite, c'était pas ce qui allait se passer avant. Mais, ou par exemple, les Animaux Fantastiques, pareil, j'ai pas adhéré aux Animaux Fantastiques en saga, mais le postulat de départ est plutôt intéressant, je trouve, de prendre une toute autre temporalité, puis de créer des nouveaux personnages sorciers qu'on connaît pas et tout. Voilà, moi, je préférerais voir ça, mais... on se contentera de la série en espérant que ça soit pas mal, que ça apporte quelque chose de nouveau. Je trouve le pari risqué. Mais... c'est risqué et en même temps, c'est zéro prise de risque pour eux. Quoi. Voilà, c'est ça. C'est zéro prise de risque et du coup, c'est... Ouais, exactement. Parce qu'en fait, même s'ils déçoivent notre génération, donc la première génération qui a connu Harry Potter, en fait, ils vont avoir une clientèle sur toute une nouvelle génération qui vont découvrir Harry Potter avec les nouveaux codes et tout. Donc, ils sont pas perdants. La Warner, en fait, sur ce coup-là. Ils ont tout à y gagner. C'est vrai que les nouvelles couvertures, là, tu sais, un peu en mode manga. Moi, j'ai bien aimé. Ah ouais? Justement, ce côté manga, ça changeait un peu. Moi, j'aime pas trop, j'avoue. Moi, j'aime pas trop non plus. J'ai montré sur Instagram, tout le monde m'a dit ouais, c'est trop moche, est-ce que t'as acheté et tout? Non, mais après, c'est subjectif. Hein. Enfin, on aime moi, j'ai pris la goutte de feu parce que c'est celle qui j'aime le plus. Ouais. Allez, nous passons au prochain hibou sonore. Un garçon. Oui, dans la volière. Il s'appelle Gaëtan. On écoute ça. Salut la fréquence, salut Jérémy, salut Marina. Petite question pour vous qui me semble être une incohérence. À vous de me dire si je me trompe. Sur la fin de Harry Potter et la coupe de feu, quand Harry est dans le cimetière, Voldemort demande à Peter Pettigrew de tuer Cédric, ce qu'il fait. Un peu après, lors de l'affrontement entre Harry et Voldemort, les baguettes jumelles réalisent le Priori Incantatum. Et on a alors les derniers meurtres de Voldemort qui apparaissent. Seulement, Cédric apparaît, alors que c'est Peter Pettigrew qui a tué Cédric. En plus, Priori Incantatum est censé révéler les derniers sorts et non les derniers meurtres. On est censé voir notamment l'Imperium jeté par Voldemort sur Croupton Senior. Bref, dites-moi si vous avez une explication, moi j'en trouve pas vraiment, à moins que Peter ait utilisé la baguette de Voldemort, mais pour moi ça tient pas la route, étant donné que c'est pas du tout dit dans le texte, et que je ne vois pas du tout Voldemort prêter sa baguette, étant donné qu'une baguette est très personnelle. Bon, merci pour tout ce que vous faites, gros bisous à tout le monde, et longue vie à la fréquence. Merci Gaëtan pour ta question. Alors toi, tu sais comment me faire plaisir, parce que j'aime beaucoup ce genre de petites questions. Prendre un truc du récit, et puis se dire, mais c'est pas cohérent, pourquoi ça se passe comme ça? Et moi, j'adore ça. Est-ce que vous avez des trucs à dire Non, vas-y, fais-toi avant que je parte dans mon... Non, allez, mais je voudrais pas vas-y. faire... Vas-y. Pars dans ton aventure. En vrai, Caro, je suis sûr que tu as des notes aussi. Mais tu sais ce que j'ai marqué? Vas-y. Que je suis allée vérifier et j'ai rien trouvé à lui redire parce que j'ai pas trouvé de choses pour contredire son incohérence, en fait. Et je vais pas contredire l'incohérence en soi, mais peut-être essayer de l'expliquer. Parce que oui, que de verre, il utilise bien la baguette de Voldemort quand il tue Cédric Diggory, parce que, et c'est là l'explication, c'est parce qu'en fait, c'est la seule baguette qu'il possède. Il avait une baguette avant de disparaître, mais vous savez, quand la confrontation avec Sirius, le meurtre des Moldus, etc., donc il avait bien une baguette, qui est sa baguette originelle, mais elle a très certainement disparu. Elle a très certainement, je sais pas, soit elle a été explosée. Ouais. On ne sait pas. Elle est explosée en petits morceaux avec des restes de Moldus sur le trottoir. Pardon. Mais en tout cas, non, mais c'est vrai. N'empêche que voilà, il ne l'a plus depuis sa disparition. Et après le tome 3, quand il est découvert et qu'il s'échappe, il va d'abord récupérer la baguette de Voldemort, la baguette de son maître, à Godric Solo, avant de retrouver Voldemort en Albanie. Son premier réflexe, c'est de dire je vais retrouver Voldemort, mais avant, il faut que j'aille chercher sa baguette. Et donc, c'est ce qu'il fait. Et quand Voldemort retrouve son corps,
Donc c'est donc bien Queue de Verre qui utilise sa baguette et il tue Cédric avec. Queue de Verre, il récupérera une baguette à lui, mais après coup, je pense au moment des reliques de la mort, quand Ollivander est kidnappé par les Mange-Morts pour justement fabriquer des baguettes magiques, etc. À ce moment-là, il a une deuxième baguette et il mourra avec. Donc voilà. Donc je sais pas si ça explique vraiment, enfin si ça revient sur la cohérence éventuelle, parce que Gaëtan, tu disais je vois pas Voldemort prêter sa baguette. Bon, il se trouve qu'il a laissé quelque part Queue de Verre utiliser sa baguette. Oui, mais à ce moment-là, en fait, il a pas retrouvé sa forme humaine encore. Donc ouais, c'est ça. Ça se tient finalement. Ça se tient. Donc en tout cas, ça explique Queue de Verre a pas cherché. Enfin, ça aurait été compliqué, je pense, pour Queue de Verre de. Si, il aurait pu voler une autre baguette, hein, mais il le fait pas. Il utilise celle de son maître. Et concernant le Priori Incantatum, là pour le coup, effectivement, on peut se poser la question. Parce que Gaëtan se demandait, mais c'est bizarre, on voit que les morts. Bah, il se disait, c'est bizarre, on voit la mort de Cédric Diggory. Bon, ça, on l'a expliqué. Puis, on voit que les morts alors que c'est censé reproduire les sortilèges. Et là, pour le coup, je trouve que t'as pas tort parce que on voit pas le sortilège de l'Imperium sur Bertha, comme tu le dis, Gaëtan, alors qu'on voit bien la main de Queue de Verre. C'est le premier truc qui apparaît quand Harry et Voldemort rentrent en contact par le Priori Incantatum. On voit la main de Queue de Verre qui apparaît, et c'est là qu'on se dit mais en fait ça régurgite les sortilèges de la baguette. Et donc si on voit cette main, pourquoi on voit pas l'Imperium sur Bertha alors qu'on voit que les corps des dernières personnes qui sont mortes? J'ai pas d'explication. Peut-être que c'est pas assez matériel un sortilège de l'Imperium, je sais pas. Peut-être parce que c'est un sortilège impardonnable, j'ai pas d'explication, mais t'as raison de pointer ça, Gaëtan. J'ai lancé un froid. Ouais, on sait pas quoi dire. Gaëtan, t'es mon bro. Tu vois, on sait. Là, je vois un peu le fan un peu encyclopédique. Hardcore, quoi. Hardcore, j'adore. Bienvenue. Et nous passons au hibou sonore d'Emma. Bonjour à tous les deux. Déjà, un immense bravo pour votre émission qui me fait rire, qui me fait apprendre plein de choses. Ça égaye mes journées. Et j'avais une petite question pour vous. C'était, que pensez-vous que fait le basilic entre le moment où Voldemort quitte l'école et quand il revient dans le tome 2. Et pauvre Basilic, qu'est-ce qu'il fait toute seule de ses journées? Fait-il des petits sudoku en attendant? Qu'est-ce qu'il mange aussi? C'est un grand serpent. Voilà, sans mauvais jeu de mots par rapport au fait que le basilic mange peut-être du pesto. Je me posais cette petite question, voilà. Bon, c'était plus pour une petite blague et pour vous faire un petit salut et vous féliciter. Bravo pour tout le temps que vous passez et pour nous faire vivre toutes ces belles émotions. Merci Emma pour ton hibou. Alors là, tu vas te poiler dans cette émission avec mon accent. Alors là, c'est cadeau. Là, il y a de l'humour. Hein. Là, il y a de l'humour de haute qualité. Alors, je ne sais pas si vous avez trouvé plus d'informations, mais moi, j'ai pas trouvé d'informations exactes sur ce que faisait le basilic pendant 50 ans. Je pense qu'à chaque fois, il parle de réveiller la créature, réveiller le basilic. Je pense qu'il était en sorte de... Hibernation. Hibernation, j'allais dire hibernage. Hibernation. En fait, il dort tout simplement, je pense. Et à un moment, je me suis dit, mais on voit des tas de cadavres de rats et tout, de souris. Donc, est-ce qu'en attendant, il vit juste dans les tuyaux et il mange? Mais en fait, non. Je pense qu'il a un très gros appétit et pendant le peu de temps où il est réveillé, il mange beaucoup, surtout après sa période d'hibernation. Je sais pas ce que vous en pensez. Bah, moi, j'ai ressorti Vie et Habitat de Norbert. La Bible. La Bible. Alors déjà, j'ai capté qu'en fait, c'est pas 50 ans, c'est plus de 1000 ans. Parce qu'en fait, c'est Salazar Serpentard qui a créé le basilic. Et Voldemort le réveille. Mais il existait déjà. C'est Salazar Serpentard qui l'a créé. Alors, ils expliquent comment tu peux créer un basilic. Ouais, mais je pense que c'est interdit de le faire. 50 ans depuis que Tom l'a réveillé, en fait. Oui, mais quand Salazar Serpentard il meurt. Ah oui, ah oui, exact. Ouais, il y a bien aussi ce temps-là où personne s'occupe de lui. Ouais, exact. Et, ils disent que oui, ils disent pas qu'il peut aller en hibernation, mais ils disent que il se nourrit de mammifères et d'oiseaux, quels qu'ils soient, ainsi que la plupart des reptiles, ainsi que de la plupart des espèces de reptiles. Voilà, et qui peut vivre jusqu'à 900 ans, enfin que en gros ils ont une durée de vie assez longue, un peu à la Nicolas Flamel, tu vois. Mais ils disent pas quand il se nourrit pas comment il peut survivre, tu vois.
Après, dans le livre, ils utilisent beaucoup le mot réveil, donc... J'ai pensé comme toi, moi. C'est le mage noir Erpol infâme qui a créé les basiliques en faisant couver un œuf de poule Ah oui, par on un en crapaud. avait parlé. Oui, incroyable. Et effectivement, le basilic qui se trouve dans la chambre des secrets, c'est celui-là de Salazar Serpentard, donc ça remonte. Donc je dirais qu'un basilic, ce basilic-là, en tout cas, il est habitué à se faire yesh. Je dirais ça. Bah, s'il hiberne, ça va. Ouais. Ouais, s'il hiberne, ça va. On sait qu'il mue, par exemple. Oui. Alors, la Après, mue, elle est que dans le film ou elle est dans le livre aussi? Je m'en souviens plus. Je sais plus. Moi, je crois que c'est dans le livre aussi. Ouais. Et après, peut-être qu'il a Ça reste un mué, serpent. mais quand il était déjà réveillé pendant tout le truc de la chambre des secrets, tu vois. Ou la première fois qu'il l'a réveillé. Mais ça vit très très longtemps et apparemment, ça arrive à survivre en bouffant que des petits rats et tout. Donc, voilà. C'est chaud quand même la vie du basilic à Poudlard. C'est assez nul. Ouais. C'est chaud. Non mais je veux dire, ok, c'est une créature qui est méchante, mais en même temps, elle est guidée par un mage noir. Mais elle vit dans des tuyaux, elle voit jamais la lumière du jour. Et surtout, je pense que vit en captivité, quoi. Sans héritier de Serpentard, la créature, elle est prisonnière, en fait. Parce que le basilic, il se balade pas dans la tuyauterie de Poudlard. Je pense que seul l'héritier peut lui ouvrir le chemin, en fait, vers Poudlard. Ah ouais, parce que sinon, Harry l'aurait déjà entendu, par exemple. Ouais. Oui, il aurait déjà tué plein de gens. Oui. Ouais, voilà. Donc, oui, mais je pense qu'il hiberne uniquement quand il a pas de mage noir pour le guider. Ouais, je pense, ouais. Mais ça veut dire que pendant 1000 ans, il n'y a jamais eu un seul héritier de Serpentard qui est à Poudlard. Non. En même temps, s'il y a un héritier de Serpentard qui arrive mais qui s'en fout du basilic, qui n'est pas au courant, est-ce que ça le réveille automatiquement ou pas? Ou est-ce qu'il faut que l'héritier fasse quelque chose? Il faut qu'il aille devant le truc, devant l'espèce de statue. Là, donc il faut la volonté de réveiller le basilic aussi. Il faut que l'héritier trouve l'entrée de la chambre des secrets, etc. Ça me rappelle quelque chose qu'on avait évoqué dans un vieux podcast sur le fait que oui, il y a eu un autre héritier, il me semble, à un moment donné quand même, parce que J.K. Rowling a quand même dû se justifier sur le fait que le basilic se balade dans les tuyaux de Poudlard, alors qu'il y a 1000 ans, ça n'existait pas, la tuyauterie, ça n'existait pas, la plomberie. C'est vrai, oui, exact. Et je pense qu'elle s'est trouvée bien embêtée. Et du coup, elle a dit que il y avait un descendant de Serpentard qui était en charge des travaux de plomberie et du coup qui a masqué l'ouverture de la chambre des secrets, un truc comme ça, et qui a connecté la plomberie à la chambre des secrets. Je me souviens plus des détails, mais elle a écrit un truc un peu bizarroïde là-dessus, sur un héritier qui aurait permis la connexion par la plomberie de la chambre des secrets. Elle est forte pour broder quand il y a des éléments obscurs. Là, on est sur la broderie pure là. Après, il aurait pu se déplacer dans des tunnels ou par les cheminées. Non, peut-être pas. Elle a dû recevoir des questions qui lui ont creusé la tête et celle-là en fait partie. Ça doit être dur. Quand t'as inventé un monde de ouf et que les gens ils viennent pointer là où t'as fait des erreurs. Attends, le basilic, il a 1000 ans, mais les tuyaux, ça n'existait pas il y a 1000 ans, on savait pas. Donc même monde de la magie, c'est vrai que ça colle pas trop. Merci pour vos messages. On s'arrête là pour la volière de cet épisode. On a dû faire une sélection parce qu'on a reçu quelques messages quand même depuis le dernier enregistrement. N'hésitez pas à nous renvoyer un hibou de préférence sonore ou à vous lancer pour la volière si vous ne l'avez pas encore fait. Ça se passe en message privé sur nos réseaux ou par mail à l'adresse fréquence934@gmail.com et même par la poste Moldu depuis peu. Les portes au loin sont en description, tout ça, vous connaissez sûrement. Faut d'ailleurs qu'on a reçu nos premières lettres et il faut qu'on aille les chercher. Faut qu'on aille les chercher. Parce que les hiboux ne parviennent pas jusqu'à chez nous. Non. En tout cas, merci à Bérénice, DH, Edwige et Sortir qui nous ont laissé un commentaire récemment sur Apple Podcast et à Oiseau qui vole qui l'a fait sur Podcast Addict. N'oubliez pas de nous laisser des petites étoiles et de vous abonner sur les applis d'écoute. Merci à ceux qui s'abonnent et qui commentent sur YouTube aussi. Ça fait plaisir de voir qu'on est écouté depuis là-bas également. YouTube Game, baby. Pour patienter entre les sorties, suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux et principalement sur Discord si vous voulez papoter avec d'autres fans.
J'ai relancé la chaîne Twitch récemment, j'en ai fait la pub tout à l'heure. On a fait un quiz Halloween, c'était plutôt sympa. C'est principalement moi qui l'anime, même si c'est pas impossible que Marina participe un peu. C'est carrément toi l'animateur et celui qui tient la chaîne Twitch. Hein, oui, mais... C'est ton mérite. Là, je faisais un peu du teasing parce qu'on bon Bah oui. Peut-être tu vas participer un peu sur un jeu prochainement. Oui, peut-être. Peut-être. Voilà. Si je suis prête à me faire humilier en direct. Mais non. Mais voilà, c'est vrai que c'est moi qui l'anime. C'est principalement le vendredi soir à partir de 20h. N'hésitez pas à venir échanger en direct et autrement, les replays sont, en tout cas à l'heure actuelle, dispo pendant 14 jours. Donc direction twitch.tv/stream934. Mais évidemment, le lien est en description avec tout le reste si besoin. Et un grand merci aux contributeurs et contributrices Patreon qui nous soutiennent. Pour 4 galions par mois, on le rappelle, vous avez accès aux épisodes une semaine avant leur sortie et aux after-shows exclusifs. On va prolonger le plaisir et en enregistrer un juste après avec Caro. On va parler de l'ambiance cosy dans Harry Potter et ça va être trop bien. On espère que tu as passé un super épisode avec nous, Caro. Ça t'a plu? Tu veux rester, c'est bon? Ah bah, moi je reste à chaque épisode si vous voulez. Hein. J'aime bien faire ça en tout cas. Et vous m'avez super bien accueilli. J'avais l'impression qu'on était entre copains à commenter le chapitre, qui est court aussi finalement. Ouais, finalement, ouais. Mais il se passe plein de petits trucs. Mais on a quasiment 2 heures d'enregistrement quand même. C'est un peu ça dans la coupe de feu. En fait, les chapitres sont assez courts, mais finalement, il y a plein de choses qui se passent. Plein de choses à commenter. Ouais. Bah ouais, en tout cas, c'était très sympa. C'est une bonne idée qu'on a eue quand même. Hein. On passe des bons moments. En plus, on découvre plein de gens depuis qu'on reçoit des invités. Donc, c'était un plaisir de te découvrir, Caro, et de partager ce moment avec toi. Et puis, on va prolonger un petit peu le plaisir avec l'after show. Ouais. Si vous aussi, vous êtes intéressé pour nous rejoindre sur un futur épisode, comme le fait Caro sur celui-là, n'hésitez pas à candidater sur Discord. Les infos sont à retrouver dans le salon La Volière sous la catégorie podcast. N'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux si vous avez besoin d'aide, si vous êtes newbie sur Discord. On l'était aussi, on sait ce que c'est. Et avant de se quitter, on n'oublie pas bien sûr de citer les tipeurs au moment de cet enregistrement. Big up à Corsetilou, Mugiwara, Julien BD, Lucie, Ini, Pokipimps, Bispac, Louison, Kimiduck, Aurélien, Kali, Miss Booking, Pamela et Chloé. Alors nous, on se retrouve très prochainement, soit en after show, soit pour le prochain chapitre de la Coupe de Feu qui s'intitulera Les sortilèges impardonnables. Et là encore, je vais être là, c'est pas bien. Ça va être Marina Hermione encore. Il va pas te plaire ce chapitre, Marina. D'ici là, portez-vous bien et à très vite. Au revoir. Bye bye. Au revoir.